Bonsoir aux toutes. Bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Corinne Bédier, candidate à la législative 2017 pour les villes de Saint-Pierre, Petite-Île et Saint-Joseph. Merci. C'est vraiment un grand honneur et un vrai plaisir pour moi de commencer ces prises de parole ce soir. Avant tout, merci d'être là aussi nombreux. Une nouvelle preuve que face à un gouvernement qui casse, eh ben, nous, on est là et on résiste. Bravo. Bravo à vous, le peuple. La colère monte de jour en jour dans notre pays, et particulièrement à La Réunion, victime des mesures injustes qui frappent les plus démunis. Faut-il rappeler que notre département compte plus de 130 000 chômeurs, soit un taux de chômage de plus de 27%. Plus de 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le mal-logement touche 25 000 familles. Plus de 20 000 familles attendent un logement chaque année. Et on n'oublie pas, bien sûr, toutes les problématiques liées au mal-logement. Bien évidemment, l'illettrisme qui fait des ravages avec 120 000 personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Mes camarades, toutes les politiques qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui la laissent à nous à terre et nous connaît. Avec Macron comme président, le pire, malheureusement, l'a pas encore passé. Il a déjà commencé fort en s'attaquant au Code du travail, fruit de longues luttes difficiles de nos ancêtres. Il précarise l'emploi. Il baisse brutalement de 5 € et annonce que cette baisse peut aller jusqu'à 50 €. Vous l'avez entendu, ça. 60. On est aux enchères bientôt. Il diminue fortement le nombre de contrats aidés et envoie au chômage des milliers de Réunionnais qui participent pourtant au maintien des postes de service dans différents domaines. Il fait un hold-up sur les débats parlementaires en légiférant par ordonnance. Allons, laisse ça pour bonne docteur. Il fait mal, ça. Il va jusqu'à nous insulter en nous traitant de rien, de gens qui ne sont rien, de fainéants, de cyniques, et la plupart du temps, maintenant, l'habitude est prise à l'étranger. La liste est encore longue, et pourtant, il est au pouvoir que seulement depuis 4 mois. Quel cauchemar! Où va-t-il s'arrêter? Jusqu'où va-t-il? Plus mano. Face à ces agressions permanentes, la population, les fainéants, les gens qui n'en sont rien, nous, vous, nous tous, doivent se mettre debout et combattre. La Réunion doit prendre le chemin de la résistance. On doit garder l'espoir, car l'espoir nourrit les champs du possible. On doit encore plus aujourd'hui, avec le président Mélenchon, qui nous a proposé un projet d'avenir en commun avec un volet outre-mer élaboré par nous, les Réunionnais, projet évolutif de nos spécificités pour fédérer encore plus de Réunionnais.
Un projet qui a séduit, puisque Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête dans notre île avec les dernières présidentielles, avec près de 25% des voix. Azad, bravo! Notre espoir, notre flamme est encore plus fort aujourd'hui, puisque le 18 juin, mes camarades, depuis le 18 juin, la France insoumise a un député réunionnais, le camarade Jean-Hugues Ratonneau. Ouais! Résistance! Monsieur Ratonneau nous a ramené des collègues extraordinaires. Ben camarade, il vient là-bas, l'avenue pour nous, parce que tu as une nécessité. Alors, nous avons le grand et l'immense plaisir, depuis hier, la réunion accueille. Je vais commencer par les dames d'abord, si vous permettez. Nous avons accueilli les députés Daniel Obono, Mathilde Panot, et nous avons bien sûr Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Nous avons également la visite de son ami avec lequel il a travaillé et qu'il travaille au Parlement européen, notre député réunionnais de l'Europe, Younous Omarjee. Mes amis, mes camarades, je passe donc la parole, toujours honneur aux dames. Vous savez que la parité est très importante pour nous, hein, vous le savez, d'accord? Donc je passe la parole à la brillante Daniel Obono. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Merci infiniment d'être venus si nombreux et nombreuses. Je sais que ce n'est pas des conditions toujours faciles. Je vais prendre quelques instants en préliminaire donc, pour remercier les camarades, les amis, les insoumis qui ont rendu cet événement possible, qui ont fait un travail extraordinaire au niveau de l'organisation, au niveau du service d'ordre. Et je pense que ce n'était pas évident dans les conditions dans lesquelles ils ont travaillé. Donc merci pour eux, merci à eux. Parce que c'est grâce à eux qu'on a pu organiser tout ça. Merci également pour les rencontres que nous avons pu avoir. C'est un peu frustrant parce qu'on a dû voir plein de gens en peu de temps, mais ça a été des discussions extrêmement constructives, extrêmement intéressantes, avec des acteurs associatifs, avec des habitants sur des dossiers importants. Et puis, merci à vous les insoumis, parce que depuis juin dernier que nous sommes arrivés tous et toutes quasiment sans avoir beaucoup d'expérience législative
et surtout une expérience militante. C'est grâce à vous, d'abord, qu'on y est arrivé, pas simplement les copains qui ont fait le boulot dans les circonscriptions, mais tous les insoumis et les insoumis qui ont fait cette campagne extraordinaire à la présidentielle et aux législatives, et grâce à qui nous avons pu être élus. Nous ne sommes que 17, mais nous savons aussi que nous sommes 500 000, plus de 500 000 dans tout le pays, plus de 7 millions, et c'est grâce à vous qu'on est là, et merci pour ça. Je voulais rajouter aussi un petit mot pour en rajouter une couche pour faire un petit hommage à notre collègue député Jean-Hugues Ratenon, parce que, à part le fait que c'est le meilleur député que la Réunion ait pu avoir, je pense que tous les candidats et les candidats... Bien sûr, tous les candidats et les candidates auraient été les meilleurs députés s'ils avaient pu être élus, mais vous savez, on n'est que 17. Et même si on a une boussole politique, on a la conviction, on a votre force commune, c'est pas toujours évident face à une majorité très très large. Et je pense que des présences de militants, de députés comme Jean-Hugues, qui est un des premiers d'ailleurs à nous avoir alerté par exemple sur la question des contrats aidés, qui fait ce travail dans l'Assemblée de porter tout ce que vous revendiquez et toutes vos questions, c'est essentiel à la cohésion du groupe et à la représentation politique qu'on veut donner à voir. Donc merci à Jean-Hugues et merci de nous avoir invités ici. Alors moi, je vais vous parler d'un dossier que je suis en tant que membre de la commission des lois. Ce n'est pas une question qui fait peut-être tilt et qu'on débat beaucoup aujourd'hui, mais je pense que c'est important d'en parler parce que justement, c'est une question qui va nous concerner beaucoup. C'est la question de l'état d'urgence permanent qui va être mis en place si malheureusement la loi risque d'être votée là maintenant. Alors vous savez qu'en juin, on a commencé tout de suite parce qu'il y avait une session extraordinaire qui a été convoquée pour nous faire voter en gros les ordonnances sur la loi travail. En gros, le coup d'état social dont on parle, la régression incroyable sur les droits sociaux, je pense que ça va être illustré, y compris plus largement que la loi travail avec tout ce que vont vous dire mes autres collègues. Mais on a eu un axe clair aussi qui est donné sur le sens de ce gouvernement. Et aujourd'hui, en fait, à partir de fin septembre, on nous convoque à nouveau en session extraordinaire pour discuter de la fameuse loi de sécurité intérieure sur la lutte contre le terrorisme. Et je pense que les deux, il y a une cohérence du point de vue du gouvernement, parce que d'une certaine manière, en même temps qu'on attaque les droits sociaux, qu'on fragilise, qu'on précarise, la seule réponse face à cette insécurité sociale grandissante, c'est d'utiliser l'arme sécuritaire. On fait moins d'état social, on fait plus d'état pénal et sécuritaire, et c'est aussi contre ce type de vision du monde et de la société qu'on se bat. Alors, bien sûr, la question de l'état d'urgence qui a été votée suite aux attaques terroristes qu'ont connues le pays n'est pas simplement une question sécuritaire comme les autres. Bien sûr, comme tous et toutes, nous pensons qu'il faut tout faire et faire le plus possible pour prévenir les actes terroristes en France, en Europe et dans le monde, parce que c'est une violence que connaissent aujourd'hui des populations à travers le monde. Bien sûr, nous pensons qu'il faut se donner les moyens aux forces de sécurité, mais aux forces de justice, de renseignement, de pouvoir prévenir ces actes. Nous avons aussi d'ailleurs d'autres propositions, parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, il est nécessaire de mener une autre politique sur la sécurité. Mais nous ne pensons pas que la prorogation de l'état d'urgence depuis plusieurs mois, ni que le fait d'introduire les mesures de l'état d'urgence dans le droit commun va véritablement permettre la lutte contre les actes terroristes. Et surtout, nous pensons, et nous ne sommes pas les seuls, parce que si vous avez suivi le dossier, aujourd'hui, ce sont toutes les organisations de défense des droits humains, ce sont les organisations, les syndicats d'avocats, de magistrats de justice, et même quelques organisations de forces de police qui sont contre ce texte, avec différents arguments, mais le constat est le même, parce que ce texte, parce que le fait de mettre des mesures de l'état d'urgence dans le droit commun, ça constitue une régression démocratique extrêmement grave, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, la France est avec l'Ukraine
et la Turquie, le 3e pays du Conseil européen à déroger à la Convention des droits de l'homme au niveau européen, et qui fait qu'on est déjà un des pays qui a l'arsenal sécuritaire le plus dur d'Europe, et que la loi qui va être votée consacre un véritable basculement dans un état d'urgence permanent et une remise en cause extrêmement grave des droits démocratiques. Alors pourquoi nous pensons, je vais essayer de vous présenter rapidement quelques arguments, parce que comme on l'a fait pendant la campagne, on pense que ce genre de moment, de réunion, doit nous servir et nous donner un certain nombre d'arguments politiques pour aller discuter avec les uns et les autres, pour aller convaincre, surtout dans un contexte où on voit où ce ne sont pas malheureusement toujours les médias ou les politiques qui font ce travail. La tendance, y compris avec Macron, c'est plutôt d'embrouiller, d'enfumer avec de la com. Donc il y a un enjeu pour être celles et ceux qui éclairons, qui expliquons la situation, surtout sur un débat qui est extrêmement tendu, qui est extrêmement émotionnel, mais il est de notre responsabilité justement d'avoir le recul, le sang-froid et de proposer d'autres solutions que celles qui constituent des régressions. Alors nous pensons que non seulement ces mesures sont contre-productives, mais elles sont liberticides. Elles sont contre-productives parce que l'expérience, y compris de professionnels de la question, montre que la prorogation de l'état d'urgence ne permet pas véritablement de lutter, de prévenir contre les actes terroristes. Inefficace parce que sur les plus de 4000, par exemple, perquisitions administratives qui ont été menées depuis le lancement de l'état d'urgence, seules 20 enquêtes ont été ouvertes. Liberticide parce qu'on l'a vu, malheureusement, l'état d'urgence a plus servi en vérité à cibler un certain nombre de secteurs comme les militants associatifs, les militants écologistes pendant la COP21, les salariés qui étaient en lutte en 2016 contre la loi travail avec des interdictions de manifester, avec des assignations à résidence, avec l'empêchement même physique de pouvoir se rendre à tel ou tel endroit. Ce sont par exemple plus de 600 interdictions de manifester qui ont été édictées. Donc inefficace, liberticide et également discriminatoire, parce que là aussi, une manière de dévoyer l'état d'urgence qu'on a vu se multiplier dans le pays, c'est la multiplication des contrôles faciès et c'est aussi le fait de stigmatiser encore plus nos concitoyens de confession musulmane ou toute personne d'apparence musulmane, avec l'amalgame qui est fait dans les médias, qui est relayé malheureusement par certains dirigeants en politique entre le terrorisme, quel qu'il soit, et puis une religion en particulier. C'est aussi cibler en particulier les migrants parce que malheureusement, et on voit ce qui se passe actuellement dans la vallée de la Roya avec l'incroyable dispositif policier qui est mis pour empêcher la solidarité, c'est au moyen des mesures de l'état d'urgence que tout cela est permis. Alors, nous sommes contre ces mesures, mais nous faisons aussi et nous élaborons aussi des propositions alternatives. Parce qu'il nous semble que, oui, il faut prévenir et empêcher les actes terroristes. Mais on peut le faire, mais pas de la manière dont c'est fait aujourd'hui. On peut le faire en donnant, par exemple, plus de moyens humains et financiers pour développer le renseignement, pour développer la justice. Parce qu'une des composantes des propositions qui sont faites actuellement, c'est encourager encore plus les pouvoirs administratifs, les pouvoirs de police, et donner moins de pouvoir à la justice. Or, seule la justice peut permettre de faire en sorte que des enquêtes soient menées jusqu'au bout et qu'on puisse effectivement prévenir des actes ou arrêter des coupables. C'est aussi donner plus de moyens à un véritable état social pour permettre une cohésion, pour permettre une unité de la population quand nous sommes attaqués. C'est enfin avoir une politique qui s'adresse aux sources des problèmes, aux sources des actes, et pas simplement qui tente de prévenir les conséquences. Les sources, on le sait, on le connaît, c'est la situation internationale. Ce sont les guerres qui sont menées contre les peuples pour des intérêts géostratégiques qui alimentent l'action des groupes violents. Donc une politique géostratégique qui permettrait de prévenir les actes terroristes, c'est mener une politique de paix, c'est mener une politique de résolution des conflits. C'est aussi au niveau international s'attaquer au nerf de toutes les guerres, c'est-à-dire l'argent. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui, et pour ne pas le citer, un groupe comme Lafarge, par exemple, qui a avoué avoir des liens
et financer directement des groupes terroristes. On aurait les moyens, mais on ne se les donne pas, de s'attaquer à ces groupes français qui ont pignon sur rue et qui permettent à des groupes terroristes de s'armer, etc. Donc, nous avons des propositions alternatives contre les mesures qui sont aujourd'hui et qui vont malheureusement être votées et qui restreignent nos droits à tous. Et je pense que c'est important d'expliquer ça parce que malheureusement, on le sait, et ça a été prouvé par l'état d'urgence, on prétend, on a au moins l'intention de s'attaquer aux terroristes et très vite, ça dérive et on s'attaque à une population en particulier, ce qui alimente la xénophobie, ce qui alimente le racisme. On s'attaque aux syndicalistes, on s'attaque aux militants. Et la remise en cause des droits individuels et démocratiques, même si ce n'est pas nous, même si c'est juste une seule personne qui est assignée à résidence par erreur, qui doit porter un bracelet électronique, même si ce n'est pas nous qui sommes directement concernés, c'est l'ensemble de la société qui est remis en cause. Et donc je pense que ça, c'est un débat, c'est l'entrée de la session parlementaire. Il va y avoir beaucoup de discussions autour de ça et il faut vraiment qu'on soit armé de ces arguments-là. On est à contre-courant sur ce débat, mais on l'assume d'être à contre-courant parce que pour nous, ce qui permet à une société de combattre ce genre de choses, ce n'est pas moins de droits sociaux, c'est plus de droits sociaux, c'est pas moins de liberté et moins de droits démocratiques, c'est plus. Et nous ne renoncerons ni aux uns ni aux autres. Et vous pouvez compter sur nous pour mener cette bataille-là à l'Élysée, à l'Assemblée et dans la rue. Merci. Bravo Mathilde. Pardon Daniel. Oh là là, autant pour moi. Désolée. Il fallait bien que je la fasse celle-là. Bravo, vous avez vu, elles sont brillantes, intarissables. Vous l'êtes aussi. Je vais maintenant passer la parole à Mathilde Panot, députée Val-de-Marne, mais députée de la Nation. Merci Corinne, merci à vous toutes et tous, il doit faire super chaud, bravo d'être toutes et tous là. Je me joins évidemment aux remerciements qui ont été faits par Daniel envers tous les volontaires insoumis qui ont permis ce rassemblement, qui ont permis aussi notre déplacement. Et notamment, durant ce déplacement, on a fait cet après-midi, on a fait à l'initiative de Jean-Hugues Rattenon, dont nous avons déjà fait un hommage prononcé à lequel je m'associe aussi. À l'initiative de Jean-Hugues Rattenon, nous avons fait une opération coup de poing dans un carrefour. Et l'objectif de cette opération de coup de poing, c'était de montrer que c'est inadmissible que dans un département français, il y ait des prix de produits quotidiens, notamment alimentaires, beaucoup plus chers que ce qui se passe en métropole. Donc la démonstration, elle était très simple, 40% plus cher. Alors on doit se dire, bon, ça ne poserait aucun problème si les Réunionnais étaient 40% plus riches que les personnes qui vivent en métropole. Mais ce n'est pas le cas, Corinne l'a rappelé tout à l'heure. Il y a un tiers des habitants ici qui vivent au RSA, plus de 40% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vous savez qu'en France, les paysans n'arrivent pas à vivre de leur travail avec un suicide tous les 2 jours de paysans, donc c'est dramatique. Et en même temps, la France, nous sommes la 6e puissance mondiale en termes de richesse. Donc où est l'argent? La question est où est l'argent? Donc c'est une question de volonté politique. Ils ne vont pas chercher l'argent là où il faut. Et assez brièvement, mais avant que Jean-Hugues et Jean-Luc prennent la parole, moi je voulais vous alerter sur un sujet qui arrivera la semaine prochaine. Mercredi 21 septembre, c'est le jour où Macron et sa clique ont décidé qu'ils allaient faire entrer en vigueur le CETA. Alors le CETA, c'est quoi? C'est l'accord de libre-échange entre le Canada et la France. Exactement. Exactement, on peut huer cet accord. Pourquoi? Alors il faut quand même savoir, il y a quelque chose de très drôle dans cette histoire, c'est que Macron, avant de décider s'il allait entériner ou pas cet accord, parce que je rappelle que le 21 septembre, il s'applique provisoirement avant que notre Parlement national ne vote sur cet accord. Donc en termes de démocratie, il y a quand même un petit souci dans cette histoire. Mais bref, il décide que ça s'applique provisoirement et avant de prendre sa décision, il a quand même demandé à un comité d'experts d'analyser de façon neutre le CETA, donc cet accord de libre-échange. Et alors, figurez-vous que ce comité a émis un avis défavorable sur le CETA, alors que c'était lui-même qui l'avait mis en place. Donc même avec beaucoup de bonne foi
même avec beaucoup de liens avec le pouvoir, même en essayant avec toute la mauvaise foi du monde de justifier cet accord, on n'y arrive pas. Parce que cet accord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que, il va détruire nos emplois. C'est-à-dire que, mais pas seulement chez nous, on estime que c'est 200 000 emplois en Europe et que c'est 230 000 emplois, non même 320 000, excusez-moi, 320 000 emplois au Canada. Donc des deux côtés, quand les riches font du commerce, c'est les pauvres qui vont payer. Donc on va avoir encore une augmentation du chômage, alors que dans un pays aussi riche que le nôtre, il y a déjà beaucoup trop de chômeurs parce qu'ils ne veulent pas créer de l'activité. Nous avons des solutions pour ça. Donc ça va détruire notre emploi. En termes de santé, ça va être catastrophique. C'est-à-dire que le Canada n'a pas les mêmes normes sanitaires que nous. Il faut savoir qu'au Canada, on estime que sur les produits traités qui sont en grande surface, 70% des produits ont des OGM dedans. C'est-à-dire que nous allons faire traverser des produits avec des OGM qui sont interdits notamment en France, pour aller en France, pour ensuite les amener à La Réunion, où ils seront 40% plus chers. C'est-à-dire que c'est une absurdité à la fois sociale et une absurdité écologique, parce que vous imaginez bien que les émissions de gaz à effet de serre, elles vont augmenter dramatiquement, et vous savez dans quel état est la nature aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec un accord qui est seulement pour leur profit, ils mettent en danger la survie même de l'humanité. Et c'est ça que nous essayons de faire en tant que députés. En tant que députés, nous essayons toujours de leur remettre nos vies quotidiennes dans la tête. Parce que ces gens-là, Macron et son monde, n'en ont absolument rien à carrer de savoir si nous avons à manger, de savoir si nous avons de quoi vivre dignement. Et cet accord-là, il va permettre aussi, et je vais vous donner un exemple qui est frappant, il est aussi antidémocratique parce qu'il va permettre aux multinationales et aux lobbyistes de faire nos propres réglementations. C'est-à-dire qu'ils peuvent attaquer les États en justice avec des tribunaux d'arbitrage sur des décisions que nous prendrons de manière démocratique. Et je vais vous donner un exemple. Il y a une grande entreprise française qui s'appelle Veolia, qui a attaqué en justice un pays qui s'appelle l'Égypte. Pourquoi? Parce que suite au printemps qu'on a appelé les printemps arabes, ils avaient réussi à faire que le salaire minimum égyptien passait de 41 € par mois à 72 € par mois. Et ils ont attaqué ça parce que c'était contraire à leur sens du commerce et à leur profit. Eh bien ça, c'est honteux, nous n'en voulons pas. Et à la France insoumise, nous avons des solutions. Nous ne voulons pas mettre les gens les uns en concurrence contre les autres. Nous ne voulons pas que certains fassent du profit sur notre dos, qui sont de plus en plus une minorité et de plus en plus une majorité qui souffre. Et c'est la première fois dans toute l'histoire économique du pays que le protectionnisme solidaire devient une solution coopérative entre les peuples. Et c'est pour ça que la transition écologique que nous voulons mettre en place dans tout le pays est la seule solution pour que nous puissions vivre tous et tous dignement, parce qu'il y a largement assez d'argent pour ça. Et les amis, nous sommes seulement à 4 mois d'une élection présidentielle, mais cette élection présidentielle n'a rien réglé. Ici, à La Réunion, comme partout dans le pays, nous sentons un enthousiasme pour l'insoumission, donc ne cédons jamais rien à Macron et à son monde. Nous sommes là, nous continuerons à lutter tous ensemble. Et merci à toutes. Bravo, tu l'as dit. Bravo, Mathilde. C'est une petite réunionnaise qui est arrivée. Merci. Merci pour ces explications si précieuses pour nous. Je voudrais vous remercier encore vous, encore une fois. La résistance, c'est vous. Absolument. Résistance, résistance. Il a été brillamment élu face à tous les appareils de parti. Bravo, monsieur. Ce qui veut dire quoi? Ben nous les capables. Et nous les capables de lutte contre ce gouvernement Macron. Mes amis, chers camarades, je vous demande de faire un triomphe à monsieur Ratonant. Jean-Hugues. Merci. Merci Corinne. Merci Mathilde. Merci Daniel. Merci Younous pour ta présence et pour ton travail au service des Rayonnaises et des Rayonnais. Mes chers amis,
Aujourd'hui, je suis heureux. Heureux d'être là, parce que le peuple est présent. Le peuple est présent pour soutenir le projet de Jean-Luc Mélenchon. Mes chers amis, cet avenir en commun que nous voulons pour la France et pour les Outre-mer. Mesdames, Messieurs, cette réunion qui demande, qui réclame la fraternité. Mais quelle fraternité quand le peuple vit dans le chômage? Quelle fraternité quand il y a autant de pauvres dans notre société, des personnes âgées qui n'arrivent plus à finir les fins de mois, qui n'arrivent plus à se soigner? Mes chers amis, c'est ça, respecter nos aînés. Et aujourd'hui, Macron, au lieu d'aider ces gens à sortir du fait noir, eh bien, il écrase encore plus nos personnes âgées et le peuple français en entier. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut résister, résister encore et encore, agir dans l'intérêt général, agir dans l'intérêt du peuple et uniquement du peuple. C'est ça le sens de notre organisation, c'est ça le sens de ceux qui se rassemblent de jour en jour autour de la France insoumise, autour de la Réunion insoumise. Oui, insoumis, oui, indignés, oui, révoltés, mais pas résignés. Pas résignés parce que vous êtes là, parce que le peuple est rassemblé. Mes chers amis, le peuple est rassemblé pour dire que cette politique-là nous veut pas et dégager de là parce que nous avons besoin d'un avenir meilleur pour nos enfants et pour tous ceux qui attendent justement des lendemains où le soleil brille. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, mes amis ont fait état de la situation sociale à La Réunion. Mais il y a un gros problème ici, c'est le problème de la santé. Regardez autour de vous, regardez dans votre entourage, regardez dans vos familles le nombre d'hommes et de femmes qui souffrent de problèmes de santé. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Et quelles sont les raisons de cela? La malbouffe, quand tout à l'heure, on avait abordé le problème de la cherté de la vie. Eh bien, quelles conséquences? Ça veut dire que les plus pauvres d'entre nous, eh bien, s'engouffrent dans les produits de mauvaise qualité. Et c'est toute la santé qui prend un coup. Et c'est toute l'industrie pharmaceutique qui s'engraisse sur la souffrance et le malheur du peuple, mes chers amis. Il est de notre devoir d'agir. La Réunion ne doit pas être une terre de maladie, mais la Réunion doit être une terre de santé. Il fait bon vivre, mes chers amis. Voilà le sens de notre engagement. Voilà le sens de notre projet. Mesdames, Messieurs, j'ai rencontré le 12 septembre devant la préfecture à la fin de la manif, un monsieur, je ne sais pas s'il est présent, s'est avancé de moi. Il m'a pris par l'épaule, les larmes aux yeux, et il m'a dit, Monsieur Ratenon, m'écoute à où à la télé, me regarde à où à la télé. Moi, c'est fini, mais pense à mon fils, pense à mon enfant, bats-toi pour lui. Il est au chômage. Mes chers amis, le chômage tue les familles, tue la jeunesse. On n'a pas le droit d'abandonner. On n'a pas le droit d'être résigné. On a ce devoir d'agir et de combattre ce mal qui gangrène notre société. Mesdames, Messieurs, ce matin, une dame âgée m'a dit, moi l'arrêt de travail, moi l'a eu une petite retraite, et depuis, moi l'a perdu 150 € sur ma retraite. Mais je ne connais pas que ça m'a fait à ça.
pour voir ma retraite baisser comme cela. Et cette personne, il dit, eh bien, je ne gagne plus, moi, inviter mes enfants. Moi, il y en a beaucoup de petits mamailles, beaucoup de petits enfants. Mais quand il arrive la fin de l'année, je ne gagne plus offrir un petit cadeau. Je ne gagne plus faire rien. Alors qu'avant, nous l'étions peut-être misère, mais nous te gagnons rassemble la famille. C'est une tradition, ça. Eh bien, cette tradition, ils ne gagnent plus faire. Parce que nos personnes âgées se cachent dans la souffrance. Et quelque part, l'enfant peut dire peut-être, ma grand-père, grand-mère, ils ne gardent pas nous, mais non, ils n'ont plus de moyens. Ils n'ont plus de moyens de vivre et de faire vivre. Ils n'ont plus de moyens de donner ce petit rayon de soleil à la fin de l'année pour dire bonne année. Ou bien, lors des anniversaires, d'être présent et de dire mais pépé, il est là. Ils n'ont plus ces moyens-là. Alors, notre responsabilité, justement, c'est de créer toutes les conditions pour que demain, nous ayons les moyens. Est-ce que nous n'avons le temps d'attendre 2022? Est-ce que nous n'avons le temps d'attendre les prochaines élections présidentielles? À mon sens, non. Et c'est pour cette raison qu'il faut mener la résistance pour que Macron change sa politique. C'est pour cette raison qu'il faut rassembler le peuple pour que Macron dégage. Peut-être qu'il ne faudra pas attendre les élections présidentielles. Peut-être qu'il faudra agir tout de suite, mes chers amis, agir pour dégager ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour se taper Sarkozy, Hollande et maintenant Macron? Tout ça nous l'a fait, bon Dieu, pour être dans une telle souffrance, dans un tel désespoir. Pourquoi ces gens sont au pouvoir? Pourquoi? Qui l'a créé les conditions pour que nous retrouvions dans cette situation? Qui sont les coupables? Ce n'est pas le peuple. Non, ce n'est pas nous. Mes chers amis, rassure-moi, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qu'elle a fait ça. Il faudra désigner les coupables. Mathilde, Daniel a cité quelques-uns tout à l'heure. Et notre devoir, c'est de les combattre. Et de combattre la manipulation autour de cela. Mes chers amis, mesdames, messieurs, je voudrais aborder un sujet déjà abordé par les différents intervenants. Nous parlons beaucoup de cela. Et pourtant, nous sommes en train de causer de 600 quelques euros, de 700 euros de salaire. Ce sont les emplois aidés, que moi j'appelle les emplois de service. Et quand nous disait que l'emploi aidé est une nécessité dans la situation actuelle, eh bien regardez mes chers amis, les dégâts que cela crée. Ça dérègle toute notre société. Dans les hôpitaux où il y avait des emplois aidés, aujourd'hui de moins en moins. Déjà que nos agents des hôpitaux travaillent dans des situations difficiles. Et maintenant, on les enlève, ces emplois aidés. Un, les agents vont être sous tension encore plus, dans la souffrance au travail encore plus. Et deux, moins de services pour nos malades. Et il ne faudra pas s'étonner quand nous sommes dans l'hôpital et que nous voyons nos malades encore moins occupés. Mesdames, messieurs, pas seulement dans les hôpitaux. Rappel à autres de la crise du chikungunya. Ce sont les emplois aidés que l'a permis d'éradiquer cela. La lutte antivectorielle, il faut se rappeler. Alors la reconnaissance, aujourd'hui, c'est de les jeter comme cela et de dire vous coûtez cher et vous servez à rien, vous n'êtes rien, vous êtes des fainéants. C'est ça la récompense, mes chers amis? C'est ça le respect? Où est la fraternité dans tout cela? Plus de 300 morts à La Réunion lors de la crise du chikungunya. Il faut toujours se rappeler
de cela. Plusieurs centaines de milliers de personnes atteintes et beaucoup encore, maintenant, aujourd'hui, ont encore les séquelles du chikungunya, mes chers amis. Mesdames, Messieurs, dans les écoles, les services de l'environnement, mais même au Pôle emploi, des fois des personnes arrivent au Pôle emploi, ils sont reçus par des agents en emploi aidé. Des personnes censées trouver du travail pour eux, vous, alors même eux, ils sont en situation de précarité. C'est nous qui avons fait ça, ou bien c'est l'État? Et aujourd'hui, ils jettent tout. Tout. Par contre, les riches, ils donnent tout. Tout, mes chers amis. Mesdames, Messieurs, nous avons des atouts. Il suffit de la volonté politique. Nous avons la mer et nous tournons à l'île d'eau. Les gens nous viennent, exploitent ma richesse et nous tournons à l'île d'eau. Pourquoi donc? Pourquoi donc nous tournons le dos à la mer? Puisqu'il est capable de nourrir à nous. Il est capable de donner à nous de l'énergie. Bon, il appelle ça la croissance bleue. L'or bleu. Et nous tournons le dos. Il n'est pas normal. Ça, c'est notre faute, ça? C'est la faute à la France insoumise? Non. Parce que l'île est dans l'avenir en commun. Et demain, la France insoumise au pouvoir, c'est le devoir. Alors, on se rassemblera à la fin. D'abord, merci à vous tous d'être ici, dans cette salle, et puis ceux qui sont dehors, que je saluerai tout à l'heure, s'ils ont eu la patience de rester. Merci à tous ceux qui ont pris l'initiative de cette réunion et qui l'ont organisée. Non, je ne ferai pas plus fort. Et c'est ça une tête dure, hein. Vous m'entendez? Vous me rappelez d'autres. Parce que comme je suis ici, eh bien je ne suis pas ailleurs. Et comme je ne peux pas faire des hologrammes tout le temps, après vous avoir remercié, il faut que j'adresse un salut à ceux qui m'attendaient, peut-être, et qui m'aiment dans l'amour vache, que tout le monde connaît. Et comme disait le poète Lamartine, hein, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. J'adresse mon salut le plus cordial, le plus fraternel, le plus reconnaissant à mes amis, les lecteurs du journal L'Humanité, puisque, hélas, cette année, je ne suis pas parmi eux, mais je ne suis pas parmi eux parce que je suis ici et que j'ai des raisons d'y être. Et c'est de ces raisons dont je vais vous parler maintenant. Nous avons constitué une délégation pour venir ici. À l'appel de Jean-Hugues Ratenon, nous sommes convenus de nous retrouver à 5. Lui, bien sûr, votre député... Qu'est-ce que c'est que ça? Combien j'en ai de micros? Alors à quoi ça sert que vous m'embêtez avant à installer des fils, des machins et tout ça? J'en ai partout. Vous savez que je viens du Midi. Vous savez que je suis député de Marseille. Alors à Marseille, nous, on parle avec les mains. Donc, disais-je, nous avons décidé de constituer une délégation parce que Jean-Hugues Ratenon, votre député insoumis à l'Assemblée nationale, a fait plusieurs interventions dans la réunion du groupe pour nous dire « Attention, quelque chose est en mouvement, il faut y répondre politiquement. » La Réunion est le territoire d'outre-mer français le plus peuplé. Et par conséquent, tout ce qui se passe ici fonctionne en quelque sorte comme une loupe grossissante de phénomènes qui existent partout ailleurs. Vous savez, vous savez que vous êtes sur une île. Mais il y en a en Lozère, en Corrèze et dans le Jura, ils ne savent pas qu'ils sont dans une île. C'est-à-dire qu'ils se rendent moins compte de la difficulté de la situation qui va partout croissante lorsque les services publics se retirent
que l'État disparaît, que les collectivités locales, dont on a vidé les poches, réduisent leurs prestations. Si bien qu'en métropole, permettez-moi de vous le dire, mes chers compatriotes réunionnaises et réunionnais, vous avez des situations dont vous n'avez pas idée en métropole, mais que vous connaissez ici. Il y a des zones, des départements où le niveau de la misère est arrivé à un degré qu'on n'avait jamais imaginé auparavant. Et donc, face à cette misère, y a-t-il une limite? Il n'y a pas d'autre limite à l'exploitation et au développement de la misère que la résistance à l'exploitation et à l'extension de la misère. La lutte, dorénavant, est le fait social dont nous avons le plus besoin. Donc nous avons constitué une délégation. Nous avons convenu de nous retrouver ensemble ici. D'abord, le premier des Réunionnais, qui a toujours eu, peut-être que vous ne le savez pas, une grande influence sur moi. Et d'ailleurs, des fois, c'était une influence contrainte, vu que nous avons passé 7 ans assis côte à côte. C'est M. Younous Omarjee. Et écoutez-moi bien, les gens. Premièrement, c'est mon ami. Deuxièmement, vous avez de la chance de l'avoir. Ce type bosse comme un fou. Il court partout. Il a défendu ce que, pompeusement, on nomme les régions ultra-périphériques. C'est vous, les RUP. Moi, j'ai déjà dit une fois, là, il y a une erreur, là. Il y a une erreur, parce que la région ultra-périphérique, pour vous, c'est la Lettonie et même Bruxelles. Donc ça ne sert à rien. La Réunion est plutôt le centre français dans son environnement indien, de la même manière que la Guadeloupe et la Martinique sont le centre de la France dans l'environnement des Caraïbes. Mais tout ça, comme même les dirigeants français n'ont pas l'air de le savoir ni de le vouloir, ils l'oublient. Si je vous parle à cet instant de Younous Omarjee, c'est parce que c'est lui qui a commencé à me faire comprendre l'importance, je l'avais dans la tête, mais que c'était central, cette question de la place de la mer dans l'avenir de l'humanité. Voyez-vous, c'est en discutant, ça arrive, on a le droit, hein, on parlait, et petit à petit, l'idée se faisait. Et puis, c'est aussi lui qui, le premier, est venu à la charge pour me dire, écoute, tu ne peux pas parler d'agriculture seulement comme tu le fais, en parlant d'agriculture bio, d'autonomie alimentaire, ce que vous avez déjà entendu tout à l'heure. Il faut que tu comprennes que la question de la souffrance animale est un des symptômes de la dégénérescence barbare de l'économie productiviste. Et que ceux qui sont capables de traiter les animaux comme des choses, ceux qui sont capables de traiter les animaux comme des choses, ensuite, s'ils sont le cœur assez endurci pour oublier qu'il s'agit d'organismes sensibles, les mêmes n'ont aucune difficulté à avoir le cœur endurci en face de leurs compatriotes, de leurs concitoyens, de leurs voisins, de leurs cousins, quand ils les condamnent à cette vie à laquelle ils les ont condamnés en organisant la misère pour faire pression sur la main-d'œuvre active qui réclame des salaires nobles et dignes pour pouvoir vivre dignement, pas pour accumuler comme des névrosés et des fainéants des milliards qui augmentent tout seuls. Cette délégation, elle vient ici en même temps que Younous, qui lui est chez lui. Mais il y a Mathilde Panot qui est à la commission de l'environnement. Et il y a Danielle Obono qui est à la commission des lois. Ces deux femmes auront, pour la France insoumise avec leurs camarades masculins, puisque nous faisons toujours par deux, à connaître des sujets essentiels pour cette île et pour les autres territoires français. Et aussi, non seulement du point de vue des questions qui, dorénavant, doivent être au premier rang de toutes nos préoccupations, qui sont les questions liées à la protection de l'écosystème dans lequel la vie humaine est possible. Écoutez, quand la moitié de ce qu'on mange est rempli de pesticides, quand tout le monde voit qu'il y a une épidémie d'obésité qui frappe d'abord les plus pauvres, quand tout le monde voit que c'est la reproduction même des générations humaines qui est mise en cause par la consommation de certains produits et la vie dans certains environnements,
C'est la première des questions qui se posent. C'est pourquoi, à cet instant, je vais vous parler du bilan que nous devons faire de ce qui s'est passé à Saint-Martin. Mes amis, je ne suis pas venu avec mes camarades vous parler d'une situation que vous connaissez aussi bien que moi et à bien des égards mieux. Je ne viens pas assombrir le tableau des réalités réunionnaises. Vous le connaissez. Je viens faire deux choses. Partager avec vous un diagnostic politique et vous appeler à la résistance. Une résistance positive. Car la colère qui monte, vous la connaissez tous. C'est d'abord celle de vos enfants, ces jeunes, pour lesquels vous vous êtes sacrifiés pour qu'ils puissent faire de bonnes études. Ou bien ces jeunes qui, ayant trébuché en cours d'études, pour autant, ont un grand cœur et sont prêts à se dévouer, si on le leur demande, à quelques tâches d'intérêt collectif qu'on leur proposerait. Cette jeunesse abandonnée, qui tourne en rond, et ne sait comment mériter cet avenir auquel elle aspire. Eh bien, maintenant, il faut que cette colère prenne impérativement une forme éduquée, consciente, responsable. Car comme vous l'a dit Jean-Hugues il y a un instant, notre heure viendra, les gens. Et elle est peut-être plus proche que vous ne le croyez. Mais nous ne serons pas là pour remplacer les autres. Nous sommes là pour changer de fond en comble le système qui a abouti à une aberration comme celle-là. De fond en comble. Il faut tout changer. La manière de consommer, la manière de produire, la manière d'échanger, la manière de regarder les uns les autres autour de nous. Il faut tout changer. Et pour cela, il faut être préparé. Il faut être conscient. Et vous autres qui m'avez placé en tête de l'élection présidentielle sur cette île, vous autres, vous ne l'avez pas fait pour ma personne. Je le sais bien. Enfin bon, il est vrai que je suis très sympathique. Vous l'avez fait parce que c'était votre façon d'exprimer que non seulement vous vouliez tourner la page, mais en même temps vous avez montré du doigt quelque chose dont le nom n'existe pas encore, mais qui bientôt en aura un pour tout le monde, qui est la révolution citoyenne et le projet L'Avenir en commun. C'était ça que vous vouliez. Mais pour faire cette révolution citoyenne, pour changer, comme nous y aspirons, nos méthodes de production, d'échange et de consommation, ainsi que la répartition de ce qui sera produit, il faut être conscient, il faut être éduqué, il faut comprendre ce que nous avons à faire. Et tout le monde peut y participer, quel que soit le niveau des études qu'il a fait, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, qu'il soit un jeune ou un senior. Tous, vous devez vous atteler à comprendre quelles sont les tâches que nous aurons à l'ordre du jour, parce qu'on ne fait pas une révolution positive et pacifique si tout le monde ne s'y met pas. Et tout le monde ne peut pas s'y mettre si tout le monde n'a pas compris ce qu'il y a à faire. Par conséquent, le programme L'Avenir en commun continue à être d'actualité et vous devez continuer à le faire connaître, ne pas hésiter à l'étudier, et quand vous n'en comprenez pas tel ou tel aspect parce qu'on ne sait pas tout, alors il faut demander aux voisins ce que ça signifie. Il y a 40 livrets qui recommencent leur travail de mise à jour, domaine par domaine. Mes amis, si nous devons gouverner, je veux qu'on y arrive en sachant exactement tout ce qu'il y a à faire. Et que aussitôt, à notre appel, vous surgirez de toutes parts pour le mettre en œuvre. Parce que si tout le monde ne s'y met pas, nous ne pouvons pas y arriver. Je ne dis pas ça seulement pour dire des paroles aimables aux gens, venez, on a besoin de vous. Non, si vous ne le faites pas, on ne pourra rien faire. Et votre tâche jusqu'à ce jour où nous exercerons ces responsabilités est d'éduquer sans trêve autour de vous pour que chacun comprenne ce que nous avons à faire. Car les puissants de la terre ne vous laisseront pas faire. Vous autres, les Réunionnais, vous êtes une bonne bande de têtes dures depuis un bon moment. Vous n'avez pas attendu
Vous ne m'avez pas attendu pour apprendre à résister. Et c'est pas pour rien que je suis allé rendre hommage à Paul Vergès, avec qui je me suis engueulé plus d'une fois. Mais Paul, le principal héritage de Paul, c'est pas tel ou tel événement, c'est l'esprit de résistance, c'est la fermeté de caractère. C'est cela dont on doit se souvenir. Alors je viens sur l'affaire de Saint-Martin. Il faut qu'on y réfléchisse, il faut en tirer les leçons. Vous savez que j'ai proposé qu'il y ait une commission parlementaire d'enquête pour savoir comment on s'est comporté. Dans un instant, je vous en dirai sans doute davantage. Je ne fais pas une commission d'enquête pour proposer qu'on fasse un tribunal. Je ne suis pas en train de montrer du doigt celui-ci ou celle-là. Je suis certain que tout le monde a fait du mieux de ce qu'il croyait. Mais ce qu'ils croyaient tous est erroné. Ils croient que c'est comme avant, que maintenant, il y a des cyclones. Bon, non, non, le changement climatique est commencé. Le changement climatique est commencé. Une ère nouvelle, radicalement nouvelle, commence pour l'humanité. Des cyclones, il y en a déjà eu dans les Caraïbes. Mais des cyclones de cette intensité, de cette force, non. C'est la première fois qu'on en voit de tels. Et par conséquent, il faut apprendre à s'organiser, et nous sommes mis au pied du mur des principes qui nous animent. Devant un cyclone, qu'est-ce qu'on fait? Chacun pour soi ou tous ensemble? À cette bonne parole, il faut qu'ils nous répondent. Chacun pour soi ou tous ensemble? Eh bien, nous, notre réponse, c'est tous ensemble. Voilà comment nous voyons l'avenir. Et le cyclone, s'il a été si dangereux, s'il a occasionné tant de dégâts, ce cyclone-là, c'est parce qu'avant qu'il passe, il y avait eu un autre cyclone qui était passé avant. Et ce cyclone, c'était le cyclone libéral. C'est lui qui a dit, maintenant on vous donne des défiscalisations pour faire des investissements dans les DOM et les TOM. Si bien que vous avez les riches qui ont acheté des maisons là-bas ou qui les ont fait construire à prix d'or et qui ensuite ont déduit la somme qu'ils avaient payée pour avoir ces biens de leurs impôts, si bien qu'ils avaient la même somme et qu'ils pouvaient la réinvestir ailleurs, évidemment, et c'est ce qu'ils ont fait. Et comme ils ont construit de cette manière-là, ils ont fait monter le prix du terrain et de l'immobilier, si bien que les pauvres gens, c'est-à-dire tous les autres, n'ont plus eu moyen de se loger, ni d'acheter une maison, ni même d'en louer. Parce que vous remarquerez une chose que je connais bien, moi, comme député de Marseille, c'est que là où les gens sont pauvres, et c'est le cas à Marseille, eh bien, les gens ne peuvent pas acheter la maison. Par conséquent, ce qui va monter de manière vertigineuse, c'est le prix du loyer, parce qu'il faut quand même bien s'abriter. Mais même ça leur a été retiré. Si bien que les gens se sont fait des maisons de carton et de tôle. Des gens qui travaillent, des gens qui essayent de travailler, de se rendre utiles. Mais même la tôle et le carton, c'est difficile d'en trouver sur une île comme Saint-Martin. Alors quand le cyclone est passé, comme tous les événements climatiques extrêmes, il rencontre une humanité qui ne s'y trouvait pas avant. Car dorénavant, les êtres humains sont 7 milliards sur cette planète. Et ceux qui sont de ma génération savent que quand nous sommes nés, il y en avait 2 milliards. Et maintenant 7, et tantôt 11. Et les 75% de l'humanité vit au bord des océans et des mers. Par conséquent, quand un événement climatique extrême survient, eh bien, il rencontre des masses humaines incroyables qui ne s'y trouvaient pas. Et ces masses humaines, selon qu'elles sont organisées d'une façon ou d'une autre, subissent le cyclone d'une manière différente. Alors, quand le cyclone arrive et qu'il passe sur les cabanes des malheureux, sur les cases de ceux qui n'ont rien, alors il détruit tout. Tout est arrêté, tout est planté. Et comme on n'a rien prévu pour ce type de situation, alors c'est le dénuement, la panique, la pagaille. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Il faut mieux se préparer. Non seulement pour faire face à l'événement quand il intervient, mais pour aller dans la profondeur de la situation, pour se préparer en toutes circonstances. Quelle est la meilleure préparation? Eh bien, c'est déjà d'être autonome sur le plan alimentaire. Si à Saint-Martin, vous attendez qu'arrivent les poulets de la Commission européenne pour manger du poulet, il est clair que quelqu'un pourrait peut-être en élever à Saint-Martin. Après tout, oui, mais pour qu'il puisse l'élever, alors il ne faut pas qu'il ait la concurrence du poulet emballé, dont on sait dans quelle cage il a été élevé et qui arrive depuis l'Europe. C'est ce qui fait que, par exemple, ici,
la production de poulet, pardon d'entrer dans ce détail, mais quand même c'est la vie de tous les jours, eh bien elle est brisée par l'arrivée de ces marchandises qui arrivent d'Europe. Et tout à l'heure, Younous Omarji me disait, tu comprends, ce qui ne va pas, c'est que non seulement il y a une concurrence qui est implacable, mais en plus, il se trouve qu'on a fait de la Réunion ce qu'ils appellent un marché de dégagement. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas pu vendre aux Russes, puisqu'il paraît que ce sont nos ennemis, et que dorénavant, on a bloqué le commerce avec eux, tout ce qu'on n'arrive pas à leur vendre, on leur refile ici en se disant ben, c'est bon pour eux. Et évidemment, ça tue toute production locale. Vous êtes donc en quelque sorte, et pour ce qui concerne les poulets, les victimes du blocus avec la Russie. Qu'une idée pareille soit possible, montre dans quel genre de monde nous vivons. Je reviens sur l'île de Saint-Martin. Vous voyez que les phénomènes climatiques sont des phénomènes sociaux, car le dérèglement du climat résulte du mode de production capitaliste productiviste, qui est incapable de penser l'intérêt général. C'est un effet de système, vous comprenez? Ça veut dire que ça échappe à la volonté de ceux qui le font. Si vous prenez chaque capitaliste en particulier, aucun d'entre eux n'a envie de provoquer des cyclones. Aucun d'entre eux n'a envie de rendre l'atmosphère irrespirable. Ce sont des êtres humains, eux aussi, ont des gamins comme nous. Et eux-mêmes, ils respirent. Hein. Ils n'ont encore pas de branchies pour aller vivre dans l'eau, donc ils sont comme nous. Mais c'est l'effet de système, qu'ils le veuillent ou non, comme ils sont incapables de gérer collectivement la production et l'échange, parce que s'ils le faisaient, ben, il n'y aurait plus de capitalisme. Hein. Ça s'appellerait le collectivisme. Eh bien, voilà le résultat. Si bien que nous, ça met à l'ordre du jour le fait qu'on aille au bout de nos logiques et qu'on n'ait pas peur de dire les choses. Nous croyons que le collectif et l'intérêt général humain est supérieur à la somme des intérêts particuliers. Nous ne croyons pas à la fadaise des libéraux, d'après laquelle, si l'on retirait toutes les règles, eh bien les mécanismes spontanés du marché, vous organiserez tout ça grâce à la main invisible qui passe dans vos poches, etc., etc., et toutes ces salades. Voilà. Nous ne croyons à rien de tout ça. D'ailleurs, on se demande s'ils y croient eux-mêmes, parce qu'on a quand même remarqué une chose. Pour ce qui est d'organiser la ponction sur ceux qui travaillent, alors là, ils sont d'accord pour qu'il y ait des règles. Hein. Et puis, il ne faut pas y toucher. Hein. Maximum d'indemnité prud'homale, même si je t'ai viré de manière illégale. Maximum de taxation, parce que de toute façon, sinon, ils vont mourir. Hein. Même au bout du premier ou du deuxième milliard, ils continuent à vouloir encore. Bon, moi, j'ai dit une fois que c'était pas moral d'être milliardaire. Je ne veux pas me fâcher avec des milliardaires, j'en connais. Hein. Vous en connaissez pas, mais moi, j'en connais au moins deux. Ça va, quoi. Mais c'est quand même immoral. À quoi ça sert? Dites-moi, vous ne l'emmenez pas dans votre tombe. D'accord? Ça ne vous rend pas plus heureux avec vos proches. Vous avez vu cette pauvre Madame Bettencourt. D'accord? Et je ne vous en cite pas d'autres, parce que celle-là, on a l'habitude d'en parler. Voilà. Mais vous voyez bien, ni ça vous rend heureux, ni vous l'emmenez avec vous, ni ça rend heureux les autres. Donc, on peut parler d'une sorte de névrose obsessionnelle. Parce qu'on dit que nous, on a des passions tristes. Mais pas du tout. C'est comme, j'ai oublié son nom encore, ça va faire des histoires. Enfin, il y a un secrétaire d'État du gouvernement qui nous a traités de névrosés qui cultivent des passions tristes. Ah, mais pardon, nous avons des passions extrêmement joyeuses, hein. Et d'ailleurs, on se contente de peu pour les satisfaire. Mais c'est quoi la passion de l'argent? Ah, et c'est pas une passion triste, ça? Parce que vous faites un gros tas, il en faut un autre, puis encore un autre, puis pourquoi faire? Ils ne savent plus. Ils sont là, comme quelqu'un qui a pas ses cigarettes, vous savez? Il y en a qui fument ici, je vois. Hein. Ah ben ouais, c'est pas une bonne idée. Hein. Bon. Voilà. Donc, nous, comme on est, il faut avoir la fierté de nos idées, de nos principes. Vous devez avoir la fierté de dire, vous autres les jeunes, que contrairement à ce que vous a dit M. Macron, vous n'avez pas envie d'être milliardaire. Vous avez juste envie d'être heureux. Voilà. Alors, je vous ai dit, première chose à laquelle vous devez réfléchir,
Si le changement climatique est commencé, alors c'est peut-être le moment d'arrêter avec les méthodes pourries qui aboutissent à faire du changement climatique. Parce que s'il y a des si gros cyclones, c'est parce que l'eau de mer s'est réchauffée. Et l'eau de mer s'est réchauffée parce que les gaz à effet de serre sont en train de faire leur effet. Et s'il y a autant de gaz à effet de serre, c'est parce qu'on les produit et que la seule chose que ces gens-là ont trouvé contre l'augmentation du gaz à effet de serre, c'est d'inventer le marché carbone. C'est-à-dire encore un truc de magouille qui a abouti à un scandale épouvantable, et c'est le seul résultat concret auquel ils sont arrivés. Certaines personnes se sont enrichies, d'autres se sont appauvries, et à la fin, il y a encore plus de saloperies dans l'air qu'il y en avait avant. Premièrement, il faut changer les méthodes de production et d'échange. Deuxièmement, la répartition de la richesse qui est produite par le travail humain doit s'opérer d'une autre manière, de sorte que les gens puissent avoir une vie digne par leur travail. Troisièmement, il faut passer à la planification écologique pour organiser d'un bout à l'autre de la chaîne le nouveau mode de production et de consommation. Écoutez-moi, quand ils ont eu fini le programme sur l'agriculture à la France insoumise, ils viennent tous, ils étaient tout contents. Et ils me disent, bon, voilà, ça va créer 400 000 emplois. Bon, c'est bien, non? Et je leur dis, ils sont où les 400 000 paysans? Où vous les trouvez? 1, 2, 3, 4, 5, t'es une paysanne. 1, 2, 3, 4, 5, t'es paysan. Bien sûr que non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut donc former les gens. Il y a plein de jeunes qui ont envie d'aller à l'agriculture. Mais je vous préviens tout de suite, pas pour mener une vie de chien, comme celle que mènent aujourd'hui les paysans. Parce qu'on leur a fait une vie de chien. Vous savez qu'ils s'en suicident tous les 2 jours, de paysans. Donc c'est pas pour avoir cette vie-là, c'est pour avoir une vie digne et décente. Évidemment avec un autre mode de production agricole. J'ai pris l'exemple de l'agriculture, mais c'est pareil pour le reste. Et en particulier pour la mer. Vous savez la chose bleue là qu'il y a autour. Quand je suis venu ici il y a 11 ans, bon sang de bois, on a déjà eu cette discussion. J'étais ministre à l'époque. Je leur dis, mais c'est une affaire incroyable, comment ça se fait qu'il n'y a pas de lycée de la mer ici? Oui, t'as raison, enfin vous avez raison. Résultat, quoi? Rien. Ici, on a besoin qu'on se mette au travail pour former les meilleurs spécialistes de l'économie de la mer, pour 2 raisons. D'abord parce qu'on en a besoin pour nous, les Français, mais aussi parce qu'on en a besoin pour aider les autres, vu que nous, on a un meilleur niveau moyen d'éducation et plus de moyens pour éduquer. Donc il faut aussi apporter les méthodes de travail aux autres. On ne va pas regarder les Africains, les Malgaches, tout ça, on s'en fout. Non. Et justement, ça fait partie des leçons de Saint-Martin. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Alors on s'engueule entre nous, et quoi? On ne s'occupe pas du reste? Nous les Français, on va s'en sortir. Les avions ont démarré, les bateaux, on a des moyens, et comme ils ont la honte. Je vois qu'il y en a qui parlent comme moi ici. Bon. Comme ils ont la honte, ils vont mettre les bouchées doubles, pour que ça ne se voit plus, parce que l'autre moitié de l'île est hollandaise. Alors ça ne le fait pas, quoi. Donc ils vont faire du boulot pour rattraper ça. Mais les autres, les petites îles, qui sont des petits États, vous en entendez parler des fois? Ils n'existent pas. Ce n'est pas des êtres humains, ceux-là. Ce n'est pas nos frères et nos sœurs. C'est juste parce qu'ils n'ont pas le même passeport que nous qu'on s'en fout. On n'a pas le droit de s'en foutre. Quand on est un grand pays, on a une responsabilité grande. Voilà la seule morale politique qui vaut dans la géopolitique. Plus on est puissant, plus on est responsable, plus on doit montrer l'exemple. Il faut qu'il y ait une coopération régionale. Il faut qu'il y ait une coopération régionale. Heureusement qu'il y en a un qui a une tête là-dedans pour en parler. Vous vous rappelez comment ils ont glapi? Mélenchon veut quitter l'Union européenne pour aller dans l'ALBA. Mais non, je ne propose pas de quitter l'Union européenne pour aller dans l'ALBA. Vous avez oublié cet épisode, mais moi j'ai encore les nerfs de cette affaire. C'était grotesque. Pendant 1 semaine, ça a duré. Terminé. Madame Le Pen, il s'en foutait. Par contre, de moi, ça y allait. Et on le comprend. On s'apprêtait à leur faire les poches. Donc, ça n'existe pas, les gens qui disent « Ah, merci, on n'y avait pas pensé, monsieur Mélenchon, on vous en prie, servez-vous. » Bon, donc, ils ont résisté. Et ils ont mis en avant toutes leurs marionnettes qui sont venues glapir du matin au soir, là où c'est comme... Vous avez déjà eu les petites boîtes, là? Il y a un truc de vache, là. Et maintenant, ça se fait Venezuela, Venezuela. Voilà. Donc, Venezuela. Je ne vais pas abuser de la situation, je vais m'en tenir à quelques mots à ce sujet.
Je dis merci à la République bolivarienne du Venezuela parce qu'elle a amené 10 tonnes d'aliments et de matériel pour aider nos compatriotes à Saint-Martin. Je dis merci à Cuba qui a envoyé des médecins dès la première heure. Et je vais vous dire, les Vénézuéliens, hein, eh bien, ils ont le cœur bien accroché parce qu'après tout ce qu'ils ont pris dans la tête en France, ben, ils nous aident quand même. Hein, voilà, c'est juste pour dire. Hein, voilà. Les coopérations régionales. Vous voyez bien qu'il faut que la France, qui est dans les Caraïbes, s'intègre, qu'elle travaille avec les autres, pas qu'elle les regarde de haut en disant bah, « nous, vous savez ce qu'on est? Le tuyau d'arrosage de l'Europe. On fabrique en Europe et puis psouf, on verse sur vous tout ce qu'on a en trop. » Non. La France, elle doit être capable de mettre en place des manières de produire et d'échanger qui permettent de se lier aux autres. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme vous ici, la commission de l'océan Indien, j'espère que vous savez qu'elle existe, qui réunit les pays qui sont limitrophes. Il faut qu'elle fonctionne autrement, et il faut que nous, on prenne plus d'initiatives. On en parle avec Omar J régulièrement de cette affaire, comment on ferait quand ça sera notre tour de diriger. Mais il faut que ça change. Vous devez impérativement vivre avec cet environnement, c'est-à-dire avec l'Afrique, avec Madagascar, avec tout ça. Et il faut travailler, il faut échanger. Ici, je suis allé voir une école au port. Bon, ils ont bien du mérite au port parce que, bon, ils la financent avec la région. Bon, c'est une école pour la mer. Bon, ils sont contents, ils passent 62 personnes par an sur le bac professionnel, et puis ils font de la formation permanente, 12, 24 personnes. Ah bon, c'est très bien, je les encourage à continuer, mais honnêtement, pour la Réunion, faudrait beaucoup plus, quoi. Beaucoup plus. Pourquoi est-ce que vous allez former vos portuaires, hein, vous les envoyez au Havre, bon. Et on me dit, ah ben ça serait mieux d'aller à Durban, parce que c'est à côté. Mais ça serait pas mieux d'être ici, enfin quand même, c'est pas plus simple. Ça serait pas mieux de le faire ici, puisqu'il y a un port. Ici, nous avons une position, nous avons un devoir, nous avons une position à tenir. Vous autres, les Réunionnais, il faut qu'on vous connaisse dans toute cette région comme étant ceux qui se débrouillent, qui connaissent, qui savent, qui aident. Vous savez, dans les Caraïbes, quand on parle des collègues martiniquais, ils ont bonne réputation. Les Guadeloupéens, pareil. Il y a une élite intellectuelle, comme chez vous. Alors, eh bien, cette élite intellectuelle, elle doit se mettre au service d'un nouveau modèle de développement et au service de toute la région. Il faut donner le coup de main partout. Il faut aider tout le monde. Plus les gens vivront heureux, plus le monde sera heureux. Et plus nous-mêmes, on sera heureux. On ne peut pas vivre heureux dans un océan de malheur. Je ne cesse de le dire. Par conséquent, nous avons une responsabilité. Les coopérations régionales sont indispensables. Bref. De quoi je suis en train de vous parler, si vous y réfléchissez? De la philosophie politique dont je vous parle. C'est mettre de l'ordre. Nous sommes les partisans de l'ordre. Vous voyez? De l'ordre humain. Et eux sont les partisans de la pagaille, du désordre le plus total. Et quand il y a quelque chose qui marche, tchouk, ils le défont pour pouvoir aller derrière en disant le marché va arriver. Il y a une école qui fonctionne, ils la désorganisent. Il y a un service de santé qui était réputé le meilleur du monde, ils l'ont désorganisé. On avait un service ferroviaire extraordinaire dans notre pays, une des surfaces les plus importantes desservies par le rail. Et ils ont tout désorganisé, et ils se préparent à continuer à ficher la pagaille encore plus. Et dans vos vies, ils fichent la pagaille. Tous ceux qui vivent sans savoir de quoi sera fait demain, celui ou celle qui vit avec 600 ou 700 euros et à qui on dit ton emploi aidé, tu l'auras peut-être pas à la saison prochaine. Tous ces gens qui vivent dans la peur, ils vous pourrissent la vie tous les jours avec leurs méthodes de brutes et de barbares. Les libéraux, c'est le désordre, la pagaille, la chienlit. Il n'y a qu'eux qui croient que quand on enlève les règles, on est libre. Mais nous savons, c'est quand on a les bonnes règles qu'on est libre. Parce que quand il n'y a plus de règles, c'est la loi du plus fort. Et le plus fort, c'est jamais nous. C'est pourquoi nous, on veut des règles qui donnent le pouvoir aux plus nombreux, qui sont aujourd'hui les plus faibles, et qui ont tous les droits sur la terre, tandis que les autres n'ont qu'un avantage, qu'ils doivent à la force et à l'impression qu'ils font dans vos têtes, les gens. Parce qu'à la fin, vous finissez par croire que vous avez besoin d'eux pour vivre, alors que c'est eux qui ont besoin de vous pour vivre et pour produire. Et ils ne savent rien faire sans vous. C'est ça que je vous explique. Et maintenant, écoutez-moi bien de toutes vos oreilles.
nous sommes en face d'un homme, le président de la République, qui est un homme absolument déterminé. Ne croyez pas à ceux qui vous disent « il ne sait pas ce qu'il fait parce qu'il est jeune ». Ce n'est pas vrai. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Même quand il vous insulte, il sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train de donner un signal à tous les puissants, tous les importants, en leur disant maintenant « c'est moi le chef » et on va leur rentrer dedans. Leur rentrer dedans comme l'a fait Thatcher, comme a fait Blair, comme a fait Reagan. Tous ces gens qui ont démoli la terre et imposé partout des méthodes qui sont celles du libéralisme. Voilà ce qu'il a l'intention de faire. Et voilà pourquoi il le prépare d'une manière implacable. Et si vous vous laissez faire, pas vous, parce que vous êtes déjà là, c'est un acte de résistance, mais il faut dire autour, si vous vous laissez faire, dites aux gens autour, vous allez laisser faire ça, vous savez ce que c'est encore plus de désordre. Le coup d'État social, voilà ce que c'est. D'un côté, une méthode de brute, parce qu'il y a les gens qui ont l'air d'avoir oublié qu'on a toujours été contre les ordonnances. Vous comprenez? Les ordonnances, c'est une méthode anti-parlementaire. On vous amène un texte, regardez bien, ils disent le code du travail est trop gros. On nous amène un texte, et nous, les parlementaires, on n'a pas pu discuter une page, un adjectif, une virgule du code du travail, et on a voté un texte avec des généralités qui lui décident que le code du travail, c'est fini. Parce que c'est ce qui se passe. Donc, avec cette méthode qui prend par surprise tout le monde en plein été après une campagne électorale, en prenant tout le monde par surprise, il fait passer cette ordonnance. Nous avons immédiatement organisé la résistance. Et je veux que le message numéro 1 qu'on retienne de ce que je suis venu faire ici avec mes camarades à l'appel des parlementaires réunionnais, c'est un appel à la résistance la plus implacable, la plus méthodique, la plus organisée. Ne vous laissez pas faire! Et qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi, je veux que ceux qui n'ont pas encore compris, ils ne sont peut-être pas nombreux dans cette salle parce que vous suivez les choses, il faut que vous compreniez où est cet événement incroyable dans cette loi qui va changer la nature de la République française parce qu'elle va détruire son ordre public social. Nous autres, les Français, nous avons conquis de haute lutte notre République. Oh, elle n'est pas parfaite, hein. Il y a écrit liberté, égalité, fraternité, mais alors, bon, on sait bien que ce n'est pas ça qui s'applique. Mais enfin, bon, ça reste un horizon. Ben non, mais je m'excuse, il y a des pays marqués honneur et patrie. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bon, bah oui, tout le monde est d'accord, tout le monde aime sa patrie et tout le monde a de l'honneur. Mais liberté, égalité, fraternité, ça, c'est un programme politique. Alors, quand vous dites aux gens, bon, on va faire ce qui est écrit là-dessus, là, sur le bâtiment public, j'aime mieux vous dire qu'il y en a qui sont tout pâles, hein. Ça, non, ils ne sont pas d'accord. Hein. Ils disent, bon, ben, on verra une autre fois, monsieur Mélenchon, vous êtes extrémiste. Hein. Ça fait 2 siècles qu'on est extrémiste. Bon, dans la loi. Donc, nous autres, depuis la grande révolution de 1789, nous mettons comme seul maître, comme seul souverain, le peuple. Et le peuple, par ses représentants ou par d'autres méthodes, vote des lois. Et les lois s'appliquent à tout le monde. Voilà l'important. La loi est première. Dura lex sed lex. Si dure qu'elle soit, on l'applique. Et nous autres, tous, on s'y soumet. On accepte de s'y soumettre, même quand elle nous paraît mauvaise. Parce que la démocratie, c'est que nous acceptons le résultat du vote. Ça ne veut pas dire qu'on change d'avis, hein. La démocratie, c'est juste une méthode pour prendre des décisions. Si vous y réfléchissez, vous grattez la tête, parce que pourquoi 51 aura raison contre 49, hein. Bon, des fois, il faut des majorités un peu plus amples. Mais bref, pour nous, la loi. Et donc, l'ordre public social français, c'est un ordre républicain. La loi au-dessus. Après, ça ne veut pas dire, comme ils disent, oui, ben c'est la loi la même pour tout le monde. Ben oui, nous, ça ne nous dérange pas. Oui, mais vous n'avez pas le même coiffeur pour tout le monde. Bon, d'accord, on a compris. Il faut pouvoir discuter au plus près du terrain, dans la proximité, avec mon pote Paul, qui est mon patron. Je discute comme un pote. Tiens, dis donc, j'ai besoin cette semaine de faire quelques heures sup de plus. Bon, t'es d'accord? Oui, bien sûr, vas-y, Marcel. Ça se passe nulle part comme ça. Parce que le patron, il est dans un système de contraintes. Je parle des petites entreprises, je ne parle pas du CAC 40, parce que ça, c'est autre chose. Je vais vous reparler des petits patrons, parce que vous allez voir qu'ils vont avoir tous un problème à cause de cette loi. Je vais vous dire lequel. Mais d'abord, commençons par aller bien au bout de bien comprendre. La loi d'abord. Mais on avait le droit de discuter dans les branches d'activité. Il y a 700 branches en France. On avait le droit de discuter dans l'entreprise. D'accord? On avait le droit. Mais on ne pouvait pas avoir d'accord de branche ou dans l'entreprise s'il n'était pas meilleur que la loi. Autrement dit, la loi d'abord et les accords après s'ils sont meilleurs.
Ça s'appelle le principe de faveur. J'espère que tout le monde a bien suivi, parce que vous devez comprendre, c'est maintenant que tout d'un coup la situation se retourne. On dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» On va discuter dans l'entreprise, et ce qui sera convenu dans l'entreprise, même si c'est moins bon que la loi, ça s'appliquera. Autrement dit, la loi n'est plus la norme. La production de la norme se fait dans l'entreprise. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir un phénomène que vous allez pouvoir observer. Ça s'appelle le dumping social. Imaginez-vous que vous êtes le petit patron. Vous avez 4-5 très bons ouvriers, ouvrières. Tout ça, ça tient, le carnet de commande. On ne sait pas comment, mais il est plein. Ça marche bien. Vous avez intérêt à garder les 4 ou 5 qui sont des bons ouvriers, des bonnes ouvrières, hein, parce que ce n'est pas tout de blablater. Après, il faut faire le boulot. Hein. Si vous avez un électricien qui ne sait pas comment on fait, si vous avez un maçon qui ne sait pas monter un mur, vous pouvez toujours après faire des grands discours sur l'économie, hein, ça ne sert à rien. Il faut que ça se fasse. Donc vous avez les bons ouvriers, vous voulez les gardez comment? Ben parce que vous les payez correctement, sinon ils s'en vont dans la boîte à côté. C'est comme ça la vie. Si vous commencez par dire, dans mon entreprise, allez, moi je vous ai assez vu, vous là, ça suffit, l'indemnité d'ancienneté, au revoir. Et toi là-bas, bon, ça va, me saoule pas, hein, on a compris, il faut travailler davantage. Donc paf, tu te ramasses 3 heures de plus. Et ainsi de suite. Celui qui est à côté, comment il fait? Si ça coûte moins cher dans l'entreprise A, les ouvrières et les ouvriers, dans l'entreprise B, s'il veut rester compétitif, il est obligé de faire pareil. Donc vous allez avoir un dumping social, ça s'appelle. Tout le monde court après le moins cher. C'est exactement ce qui vous arrive avec les travailleurs détachés. Vous le savez, ça. Ils amènent des gars et des filles qui, les malheureux, ne peuvent pas faire autrement. Ils viennent là, on leur dit, t'es payé tant. Bah, ils prennent parce que c'est pas mal pour leur pays. Mais ça détruit tout autour. Moi, j'ai toujours dit ça. Hein. J'ai toujours dit ça. Non. Pas de travailleurs détachés, d'aucune manière. Nous ne sommes pas d'accord, nous savons tout faire et on ne comprend pas pourquoi on nous amène des gens, les malheureux. Ils vont être encore plus malheureux. Parce qu'aujourd'hui, ils sont mal payés, demain, ils seront encore plus mal payés. Et les autres, là, tous les donneurs de leçons de morale, hein, ils s'en vont installer leur société au Luxembourg, ce paradis fiscal où toutes les triches sont possibles. Ils inscrivent leur société là-bas, ils embauchent les gens avec un contrat au Luxembourg et les font travailler en France. 10% des travailleurs détachés en France, mes amis, sont des Français. C'est pas incroyable, ça? Eh bien voilà, c'est ça leur système. Et alors Macron, il passe là-dessus, il arrive et il dit « Ah ben moi, je suis contre ». Alors tout le monde dit « Ah ben c'est bien, pour une fois, il dit comme Mélenchon, c'est bien, quoi ». Pas une fois, il a déjà dit pareil pour les Russes. Hein. Bon. Alors il dit « Ah ben comme pour une fois, il dit comme Mélenchon, ah ben c'est bien, on est content, tout ça ». Le journaliste, il ne va pas dire « Ah tiens, vous dites comme Mélenchon », me demande à moi « Tiens, vous êtes d'accord avec Macron ?» Non, 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 il faut quand même se rappeler qui fait quoi au départ. Hein. Bon. Donc cet homme, il vient, il dit qu'il ne peut pas supporter. Mais écoutez, peut-être à vous, parce que vous êtes brave, mais pas un comme moi, ou comme ces 4-là. Nous, il nous dit ça, on vérifie. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a dit à propos des travailleurs détachés? Il a dit une chose révolutionnaire. Au lieu d'un contrat de 24 mois, ça sera seulement un contrat de 12 mois. Tu te fous de nous? C'est pas le sujet. Les contrats en moyenne, c'est 6 mois. Alors tu veux réduire quelque chose qui concerne personne. C'est pas ça le sujet. Le sujet, monsieur le Président, c'est que tu ailles voir Madame Merkel et les autres pour leur dire pas on va réduire les contrats, mais que tu leur dises dorénavant on paye la Sécu dans le pays où on est. Et si vous êtes en France, vous cotisez à la Sécu française, pas à la Sécu polonaise. Eh bien oui. Sinon, le travailleur détaché, il continuera à coûter moins cher. Donc, quand nous nous opposons au travail détaché, c'est parce que nous pratiquons ce qu'on appelait autrefois l'internationalisme prolétarien. C'est Jean Jaurès qui nous a appris ça, qu'on n'est pas d'accord pour qu'on amène des travailleurs qu'on surexploite pour faire baisser le niveau de tous les autres travailleurs. Quand nous nous opposons au travail détaché, nous défendons le travail, la sécurité sociale et les conquêtes ouvrières, jusqu'à ce que les autres soient obligés d'en faire autant dans leur pays, et pas nous de démonter ce que nous avons. Voilà toutes ces choses. La loi, ordonnance, travail, renverse l'ordre public social en France et crée la pagaille, le désordre, partout. C'est pourquoi nous devons nous y opposer. C'est un coup d'État social. Et la preuve, c'est tout ce qui fait autour.
tout ce qu'il fait autour. Il vient d'annoncer qu'il allait s'en prendre aux cheminots et à leur statut. Il a annoncé qu'il allait s'en prendre aux retraites. Il a annoncé qu'il baissait l'aide au logement. Il a annoncé qu'il va changer les méthodes de financement du logement. Et vous le savez qu'à la fin, c'est toujours pour que vous ayez moins, en comptant que je ne sais quoi, le marché va le faire. Il ne fera rien d'autre, le marché, que de tout détruire. Nous sommes contents que le marché, quand il est contenu, quand la place du service public, de l'action collective est plus importante. Oui, nous sommes fiers de dire que c'est notre manière de voir les choses. Et s'ils nous élisent, c'est ça qu'ils auront, c'est-à-dire un monde en ordre, où on commence d'abord par s'occuper des êtres humains, avant de se soucier de savoir qui est-ce qui va s'en foutre le plus plein les poches. Bon. Je vois que tout le monde a compris. C'est un moment très important de la vie du pays en ce moment. C'est un vrai bras de fer. Tous les libéraux ont commencé comme ça, à nous taper dessus, le plus durement possible, et il le fait. C'est un homme très déterminé. Prenez-le au sérieux. Ne vous laissez pas entraîner par les commentateurs qui veulent tout psychologiser. Vous savez, par exemple, pendant les élections présidentielles, on m'a cassé les pieds tout le long. Oui, c'est un problème d'ego. Non, c'est pas un problème d'ego, c'est un problème de ligne. Voilà le problème qu'il y avait à trancher dans les élections présidentielles. Et le problème qu'on a avec M. Macron, c'est pas un problème d'ego, c'est un problème de ligne. Parce que comme homme, on est prêt à le respecter. Mais comme on le respecte, on combat durement tout ce qu'il veut faire. Et notre objectif, c'est de l'empêcher de le faire. Voilà ce que nous voulons. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là juste pour témoigner. Alors ils sont là, vous savez, moi je peux vous faire les questions à l'avance, hein, je les connais tous trop. Hein. Première mobilisation. Vous ne trouvez pas que c'est insuffisant, monsieur Mélenchon? La manif n'a pas encore commencé, hein. C'est encore pas l'heure, mais bon, c'est l'heure. Alors à la deuxième mobilisation, ça sera le 21 septembre, hein, on nous dira, vous ne trouvez pas que le mouvement s'essouffle? 10 fois la question. Ben, je vais dire non, ils vont mettre. Il y croit encore. Genre, de toute façon, il n'y a plus que les abrutis, comme dirait l'autre, hein, qui y croient. On connaît tout ça. Donc, vous allez devoir tenir bon dans vos têtes, ne pas vous laisser bourrer le crâne par tous ceux qui essayent de vous faire reculer et par tous ceux qui sans cesse essayent de vous diviser. Parce que vous êtes rassemblés, parce que vous avez la France insoumise pour vous appuyer dessus. Parce que la France insoumise, ce n'est pas un parti politique. Je respecte les partis politiques. Je suis moi-même membre d'un parti politique, le parti de gauche. Je paye une cotisation tous les ans à mon parti. Mais la France insoumise, ce n'est pas un parti et ce n'est pas mon parti. C'est un mouvement. Vous savez, les gens, regardez, pour que vous compreniez bien, si vous regardez l'eau, hein, bon, y a un état liquide. Et si la température monte, ça devient du gaz. Pouf, de la vapeur. Et si la température baisse, chouf, ça devient de la glace. Donc vous avez 3 états pour la même réalité. Eh bien, la réalité de base, c'est le peuple. Et il a plusieurs états possibles. Un de ces états, c'est le peuple en mouvement. Alors il y a une étape intermédiaire, ça s'appelle la France insoumise. Et puis après, vous avez un autre état, c'est l'état révolutionnaire. Vous êtes tellement ras-le-bol que pour terminer, vous dites, foutez tous le camp. C'est le dégagisme. Il y a des états différents. Mais nous, notre responsabilité, à nous ici, c'est d'être conscients et d'avoir une perspective positive à proposer. Vous avez vu comment les bourgeois passent leur temps outre à me critiquer, ça c'est pas le plus grave. C'est juste les photos qui me plaisent pas, vous savez. J'ai toujours la bouche ouverte, des fois je suis décoiffé, et alors l'autre jour je dis, mais quand même c'est trop quoi, j'avais la bouche ouverte, vous savez quand on chante l'International, je vais pas vous faire le A, le, hein, alors on a la bouche comme ça ouverte. Alors là, ça fait des photos, hein, plus les cheveux un peu mouillés, le gars qui a... Hein. Vous savez ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, il est coquet Mélenchon. Non, je ne suis pas coquet. Non, mais sérieux, je demande juste qu'on me respecte, c'est tout. Faut respecter, c'est difficile de parler, ça dure du temps, il faut avoir le plan dans la tête, on dégouline, bon. C'est pas bien de traiter les gens comme ça. Et on le fait à tout le monde. Et vous savez, quand c'est une fille, c'est encore pire. Hein. L'ennemi, la droite, les bourgeois, je ne dis pas la droite, je vais dire cette caste. Hein. Parce que la caste, vous ne les voyez même pas, ils se cachent. Les grands milliardaires, vous ne les voyez jamais, vous ne savez même pas quelle tête ils ont. Parce qu'ils ne sont pas fous, cachés. Devant, blablabla, les médiacrates, les machins, tout ça, eux, on ne les voit pas. Hein. Mais ils ont toujours travaillé de la même manière contre nous, en nous ridiculisant, en nous bestialisant.
On a beau être un intellectuel, vous en connaissez combien de candidats à la dernière présidentielle qui écrit 15 bouquins? Moi? Bon, il y en a, ils font des albums de coloriage, facile. Mais bon, non, mais à la fin, vous comprenez, ça commence à bien faire d'être traité comme ça. Le peuple, c'est pas un ramassis d'ignorants, hein? Et même les gens qui sont illettrés, il y en a beaucoup trop dans notre pays, il faut qu'on donne un coup de main. Mais c'est pas parce qu'ils sont illettrés qu'ils n'ont rien dans la tête. C'est pas parce qu'ils sont illettrés qu'ils connaissent pas des poésies. C'est pas parce qu'ils sont dans cette situation qu'ils connaissent pas des tas de choses sur leur métier. Donc, qui que nous soyons, nous méritons d'être respectés dans notre dignité d'être humain et surtout dans nos engagements pour le bien commun. Pour le bien commun. Moi, je rame pas pour moi, ni ces quatre-là, ni vous. Donc, la France insoumise, c'est un mouvement. Et ça commence par le fait qu'on est insoumis. Insoumis, ce n'est pas une étiquette politique d'abord, c'est un état d'esprit. L'insoumis, c'est celui qui n'accepte pas, celle qui n'accepte pas la situation comme elle est. Alors il faut y réfléchir un instant. Si vous voulez vous émanciper, il faut d'abord commencer par être insoumis. C'est une culture. Émanciper, ça veut dire mettre à distance ceux qui veulent vous dominer. Pour ça, il faut commencer à pousser. Mais surtout, il y a une autre chose qui est très importante. L'insoumission, c'est un optimisme fondamental devant la vie. C'est que, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre situation, vous n'acceptez pas l'ordre des choses. Et vous êtes prêt à monter en ligne, à vous exposer pour le bien commun. Parce que vous avez compris qu'il n'y a pas de bien individuel en dehors du bien commun. C'est ça la grande idée que porte l'insoumission. C'est une idée philosophique, morale, poétique. Qu'est-ce que la poésie? La poésie, c'est une création. C'est créer. On met les mots dans un autre ordre et tout d'un coup, on découvre un aspect de la réalité auquel on n'avait jamais pensé jusque-là. La poésie est une insoumission. On ne peut pas être poète si on n'est pas insoumis. Et ainsi de suite. Ni inventer, ni trouver. Tous ceux qui acceptent l'ordre établi sont condamnés à tourner en rond, quel que soit l'ordre établi dont nous parlons, que ce soit l'ordre établi des préjugés, qui consiste à regarder et à enfermer une personne dans sa couleur de peau, ou dans sa religion, ou dans je ne sais quoi. L'insoumis, il voit à travers l'autre personne, son semblable, et donc il est capable de dépasser les apparences, pour aller au-delà de ce qui se voit. Au-delà de ce qui se voit, c'est comme ça que commence la science, c'est comme ça que commence la littérature, et c'est comme ça que commence la politique pour nous. Aller au-delà de ce que nous voyons. Non, vous n'êtes pas seulement, par exemple, un illettré. Non, vous n'êtes pas seulement, par exemple, quelqu'un qui est pauvre. Vous êtes une personne humaine. Et la personne humaine, nous le savons, depuis 1487, le manifeste qui s'appelle « De la dignité de la personne humaine » de Pic de la Mirandole, lorsqu'enfin les textes qui avaient été enfermés par les bigots de toutes sortes qui régnaient dans le monde ont recommencé à se répandre. Et alors les gens ont commencé à réfléchir. Et le premier texte qui s'appelle « De la dignité de l'homme » dit une chose, ce qui fait que l'homme, l'être humain, est à part de tous les autres, c'est que c'est lui-même qui se fait. Il n'est pas enfermé dans son instinct. Bien sûr, il a un instinct, mais il n'est pas enfermé dans cet instinct. Sa vie n'est pas réduite à ce qui est une aptitude biologique. Il l'ouvre par la pensée sur la capacité de s'auto-fabriquer. Et nous nous auto-fabriquons avec de la poésie, avec de la musique, avec de la peinture, avec de l'amour, avec de la tendresse, avec tout ce qui nous permet de dépasser ce qui est instantané et nous rend capables, plus nous sommes instruits, plus nous sommes cultivés, tout d'un coup de découvrir encore plus de choses. C'est pourquoi l'instruction est la première des vertus que la République doit transmettre à ses enfants, quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Eh bien, j'ai à peu près tout dit. Je vous appelle à l'optimisme. Les autres, ils ont tellement peur de nous. Vous les avez vus? Qu'est-ce qu'ils sont nuls. Monsieur Mélenchon, on attend vos propositions. T'as qu'à lire, hein. Il y en a 387. Vous avez vu, c'est Xavier Bertrand.
Il dit, il n'a pas d'idée. Bon, M. Bertrand, quand même, prenez pas trop les gens pour des imbéciles, quoi. Le gars, il faisait assureur avant, c'est un bon métier, mais c'est surtout que c'est souvent les petites lettres qui comptent dans les contrats d'assurance. J'ai certaines aptitudes à l'arnaque. Bon, pardon, je suis sûr qu'il y a des assureurs là qui font ça honnêtement, hein. Mais c'est pour dire, bon, non, M. Bertrand, bon, non, pas ça, quoi, trouvez autre chose. Je sais pas, moi, Venezuela, hein, trouvez quelque chose. Mais allez pas dire qu'on n'a pas de programme quand on a passé une campagne électorale entière. Et surtout, quand vous dites ça, c'est pour qui vous prenez les gens? Pour qui vous prenez ces réunionnais qui m'ont mis en tête? Juste une bande qui s'est regroupée autour d'un gourou? Certainement pas, vous méprisez les gens, vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Ce peuple est en train de comprendre qu'il faut tourner la page. Il a un point d'appui. Quand je vous dis révoltez-vous, vous savez que vous pouvez le faire parce qu'il y a une sortie positive, il y a une sortie par le haut. Et cette sortie par le haut, c'est le programme L'Avenir en commun. Voilà ce que c'est. Nous sommes donc les optimistes dans l'histoire de France, ceux qui croient qu'on peut se tirer de là. Et j'espère que vous êtes, bien sûr que vous l'êtes, la femme, l'homme, qui le matin se lève et contre toute raison continue, alors que c'est si dur, hein, à donner de l'amour à ses enfants et à s'en donner entre soi. Celui-là aussi, c'est une insoumise, un insoumis, parce qu'ils vont contre l'ordre établi, qui voudrait qu'on soit tous en compétition les uns avec les autres. Quand ils vous parlent de la compétition tout le temps, rappelez-vous qu'une société organisée autour de la compétition, c'est une société où il n'y a que des perdants, parce que les gagnants sont peu nombreux. Et nous, on veut faire une société de solidarité, parce que la coopération et la solidarité sont à nos yeux le plus important. Je vais finir là-dessus pour que vous compreniez, on me saoule avec les histoires la gauche. Est-ce que vous êtes de gauche? Est-ce que vous êtes de la gauche? J'ai passé ma vie à être de gauche. Fichez-moi la paix. J'ai pas besoin de donner mes certificats. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. La pauvre gauche, j'ai vu dans quel état ils l'ont mis, tous autant qu'ils sont là. Et puis ça continue, ils sont là à piapiater. On me dit, ah ben vous savez pas rassembler. Comment? Comment ça? Mais de quoi on me parle? Qui est-ce qui a déjà rassemblé 7 millions dans ce pays à part nous? Hein? Bon, déjà pour commencer. Deuxièmement, regardez le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Mais regardez-le, ils sont brillants, n'est-ce pas? Vous en êtes fiers, j'espère. Il y en a que ça va rendre malade. Non mais franchement. Et pendant des mois, ils vous ont dit Mélenchon est un homme seul. D'un coup, quick, les gens votent et on sort 17. Alors les gens les regardent. Mais c'est incroyable, ils savent de quoi ils parlent. Ils sont disciplinés, ils s'entraident. Hein, parce que nous, on n'est pas une addition d'individus. Hein, c'est pas le PS, hein, on n'est pas en train de se bouffer les uns les autres. Non, c'est un groupe, on chasse en meute. Chasser en meute, les gens. Hein, voilà, on chasse en meute. Mais alors, surtout, ce qui les fait enrager, c'est qu'ils étaient persuadés que notre idéal avait l'âge de mes artères, au demeurant en excellent état. Raté. Vous en avez vu passer, là, quelques-uns. Bon, voilà, vous avez compris, ce combat ne s'arrêtera pas. Ce combat est plus grand que ma personne. Et nous avons réussi à porter le témoin, le fanal de combat, bien plus loin, parce que nous l'avons passé à cela. Parce que vous voyez les 17, mais il faut voir tous les autres, ceux qui sont ici à La Réunion et ceux qui sont là-bas en métropole. Le responsable, le directeur des campagnes, Manuel Bompard, 31 ans, hein, docteur en mathématiques, que je ne sais même pas ce qu'il fait, cet homme-là. Et il y a la Réunion Connection autour de moi, hein, c'est-à-dire, Ratenon. Vous l'avez vu, Ratenon, parler place de la République? On aurait cru qu'il avait fait ça toute sa vie. Le gars, il arrive, pouf, il commence à parler, là, sur la place de la République, tout le monde était là, bon, waouh. Comment il s'appelle? Ratenon. Bon. Je suis très fier d'eux, hein. Vous le sentez. C'est un accomplissement pour moi. J'ai parlé de Bompard il y a un instant, puis il y a aussi Charlotte Girard, qui a été éduquée ici, qui est la directrice du programme, elle, hein. Bon. Alors, maintenant, regardez le groupe, mais regardez-le de près. Dites donc, qui est-ce qui fait comme nous? On est 17. Sur 17, il y en a 3 qui viennent d'une organisation qui s'appelle Ensemble. Il y a une communiste. Il y a 4 ou 5 qui n'avaient pas d'appartenance politique nationale, comme Jean-Hugues. Et d'autres, hein. Et puis, il y a des partis de gauche. Quel autre groupe a su rassembler comme ça? Dites-moi lequel.
Vite que je le sache, que j'aille les voir. Parce que les socialistes, c'est tous des socialistes. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y en a 5 qui ont voté avec le gouvernement, 3 qui ont voté avec nous, et tous les autres au milieu n'ont pas d'idée. Donc, moi j'ai dit une chose quand on me parle de rassembler. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on me demande? De retourner à la tambouille? Jamais. Est-ce qu'on me comprend bien? Je l'ai dit une fois, je le répète, jamais. Pas de tambouille. Donc, pour venir parler avec nous, il y a un ticket d'entrée. Ouais, mais je ne vais pas vous dire toutes les pages. Juste le ticket d'entrée. Je l'ai dit aux socialistes. Je l'ai dit. Vous voulez parler avec nous? Rassembler, ragnagna, tout ça, là? Vous n'arrêtez pas, la gauche doit être unie. Ouais, c'est ça. Moi, je ne suis pas un programme d'amnistie générale. Hein. Faut vous coller ça dans le crâne. Ni vous non plus, hein? On leur a dit, mais il y a un ticket d'entrée. Il faut voter contre le gouvernement. Parce que c'est pas tout de dire, oui, l'opposition, blabla, il faut s'opposer quand on est l'opposition. Donc vous ne pouvez pas avoir un groupe où sur 32 membres, il y en a 3 qui votent contre le gouvernement, 5 qui votent avec, et tous les autres qui s'abstiennent. Parce que ce n'est pas l'opposition, ça. C'est je ne sais pas quoi. Donc je leur demande une chose claire. Si vous voulez discuter avec nous de ce que vous voulez, parce qu'on n'est pas des brutes et qu'on est capable d'entendre, et maintenant on sait très bien que c'est nous qui avons la responsabilité d'être les premiers de cordée. D'accord? Premier de cordée, pourquoi? Parce que celui qui est premier de cordée, c'est celui qui a la lourde tâche d'ouvrir le chemin. Mais il a intérêt à s'occuper de tout le monde derrière, parce que s'il y en a un qui tombe, c'est toute la cordée qu'il y a à voir. Hein? Voilà. Eh bien nous, on est premier de cordée, donc ça nous intéresse de savoir qui c'est qui monte dans l'équipage. Parce que si on fait monter un mariole qui ne sait rien faire, ni mettre un piton, ni grimper, ni faire aucun effort, qui compte que tous les autres vont le traîner jusqu'en haut de la montagne, eh bien il rêve. Nous, on ne peut pas. Donc il y a un ticket d'entrée. Vous vous opposez. Vous m'entendez, les socialistes? Vous vous opposez, on peut parler. Vous vous opposez pas, on ne parle pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout le monde peut comprendre. Mais, pour autant, vous allez voir comme on est patient. Alors je dis ça, et quand Badélis répond, alors, parce que le journaliste lui pose une question, vous voyez, je repasse plat, genre, peut-on encore parler, j'ai jamais parlé avec moi, mais bon, peut-on encore parler avec Jean-Luc Mélenchon quand on est socialiste? Je ne sais pas pourquoi, il n'y a que moi, on dirait, il y en a 17 autres, ils en ont après moi. Et l'autre, qu'est-ce qu'il répond? Je le connais, hein, de quand il était trotskiste et tout ça. Bon, et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, oui, il est parti dans un gauchisme autoritaire. Alors, il y avait déjà Hollande qui m'avait traité de dictateur. Je me demande de quoi, j'ai aucun pouvoir. Bon, alors, gauchisme autoritaire, et puis 1 minute après, dans le même interview, tout ça écrit, hein, je n'invente pas, on peut le retrouver dans le Monde. Le gars, il dit, il est dans un populisme échevelé. Il a trop regardé mes photos, le gars. Il croit que je suis comme sur la... Regardez comme je suis bien coiffé. Qu'est-ce que ça veut dire, cette manière de nous répondre? Qu'est-ce que ça veut dire? Les mêmes ensuite qui vont aller faire des pleurnicheries et jouer du violon sur la gauche qui doit s'unir, se rassembler, blablabla, blablabla. Hein, les mêmes, voilà comment ils nous répondent. On leur dit, opposez-vous au gouvernement, et la réponse était mal coiffée. C'est ça la réponse. Je préfère le prendre à la blague. Mais mes amis, vous comprenez pourquoi on est obligé d'avancer. On ne va pas attendre qu'ils aient fini par se mettre d'accord, parce qu'ils ne se mettront jamais d'accord. Parce qu'ils sont d'accord sur une seule chose, être ensemble alors qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà le fond de l'affaire avec eux, puisqu'ils ne veulent pas trancher. Il n'y a pas de socialisme possible qui ne commence par rompre avec le capitalisme transnational de notre époque. Et après les autres, hein. Mais nous, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. C'est à nous la responsabilité maintenant. C'est à vous autres là, si vous êtes insoumis ici. Vous avez une nouvelle responsabilité, parce que maintenant, c'est nous les plus nombreux. C'est nous qui marchons devant. Donc il faut entraîner. Comment allons-nous le faire? Certainement pas en faisant du potage aux sigles. Alors on ramasse tous les sigles qu'il y a et on touille. Et voilà, regardez comme c'est bon. Ben vous regardez, bon, non, ça n'a pas l'air si fameux que ça. Il faut fédérer le peuple. Fédérer le peuple, c'est-à-dire rassembler les revendications, les aspirations, les colères pour leur donner une perspective positive. Pas simplement faire la caisse enregistreuse électorale. Donc il faut éduquer, rassembler et assumer ses responsabilités. Les syndicats, ils assument les leurs. Nous, on ne se mêle pas de la vie des syndicats. Hein? Ce n'est pas une bonne chose de le faire.
Mais quand les syndicats appellent à des manifestations ou à des grèves sur la même position que nous, bah écoutez, c'est normal qu'on les soutienne et qu'on appelle à les aider. Là, vous avez la CGT Sud, des syndicats de force ouvrière, plein, hein, perdez pas ça de vue, hein. Et même des gars de la CFDT, tout ça, bon. Eh ben, on appelle à la manif. On me dit quand est-ce qu'il y aura un appel commun? Il y en a qui suivent rien, hein. Mais le 12 septembre, c'était un appel commun, parce que nous avons appelé la France Insoumise à aider les syndicats. Et le 21 septembre, c'est un appel commun, parce que nous appelons tout le monde à aider les syndicats à réussir la démonstration de force. Et à vous autres, je vous le dis, le 21, il y aura une manif ici à La Réunion. Il faut que vous y soyez très nombreux, très joyeux. Qu'est-ce que tu as dit? Vous faites la promesse? Il y a intérêt. Bon, mais après, on prend nos responsabilités politiques. On soutient les syndicats, mais nous, on a une responsabilité qui est d'entraîner. C'est pourquoi on appelle à la marche du 23 à Paris, et que peut-être que, j'en sais rien, peut-être que vous ferez quelque chose ici, mais c'est à Paris. Écoutez-moi, on le fait parce que c'est un rapport de force central. Je m'imagine bien que vous n'allez pas venir à la nage, hein, où le billet d'avion coûte tellement cher que ce n'est pas la peine d'en parler. Mais je vous parle de ce moment qui va être extraordinaire, parce qu'il y en a qui nous écoutent là-bas, en métropole en ce moment. Alors nous, quelle est notre responsabilité? Ben, c'est d'appeler le peuple tout entier, c'est-à-dire pas seulement les salariés, même si on sait très bien que le travail que font les syndicats dans les entreprises, il est vital, parce que ça répand la conscience, la compréhension, et nous, on ne saurait pas le faire, hein. Mais par contre, nous, on sait appeler les gens à se mobiliser dans les quartiers. Alors qui? Ben, ceux qui ne sont pas au travail, justement, c'est-à-dire les chômeurs, les retraités, les jeunes qui sont en formation, les jeunes, vous m'entendez? Alors il va falloir vous bouger un peu. Donc vous devez faire des groupes d'appui de la France Insoumise partout où vous êtes, dans vos lycées comme dans vos facultés. Vous devez vous organiser. Comme vous avez la chance de faire des études et d'être des intellectuels à votre manière, vous devez mettre votre intelligence et votre savoir-faire au service des autres. C'est à vous de venir avec le stylo, hein, et c'est à vous de faire le boulot qu'on vous demande de faire. Parce que vous avez de la chance de faire des études, tout le monde n'en fait pas. Et vous avez la chance de savoir beaucoup de choses. Donc, vous vous devez aux autres. Si vous êtes un jeune ou une jeune insoumise, votre honneur, c'est de vous mettre au service des travailleurs, du peuple, des fois de ceux qui ne savent pas écrire. Alors, le mieux, voilà la responsabilité qu'on prend. On appelle toute cette population à descendre le 23 dans la rue. Il y aura d'autres dates. On va essayer de voir comment on s'y prend. On va réfléchir. Il faut évaluer le niveau du rapport de force. Moi, je ne vous embarquerai jamais dans des aventures. Je ne suis pas un aventurier. Je sais qu'il faut tenir notre devoir. On était à la tribune, on s'est battu, et on a immédiatement appelé les gens à se retrouver le 5 et le 12 dans la rue, en plein mois de juillet. Et le 12, ça a répondu. Il y a déjà eu des gens qui ont compris, des militants qui avaient entendu. Et hop, on a commencé déjà à avoir du monde. C'est notre devoir de le faire. C'est pas qu'on se veut se donner un rôle, je sais pas quoi, parce que tous ces gens, comme ils psychologisent tout, ils croient qu'on est en manque de je sais pas quoi. Mais moi, ça va, hein, les amis, j'ai plus rien à prouver, hein. Et puis, j'ai plus l'âge de faire carrière. C'est pas le sujet pour moi. Le sujet, c'est la tâche politique qui permet de mener ces millions de gens à l'objectif pour lequel ils ont voté. Quand ils ont mis un bulletin de vote, la France Insoumise, ils votaient pour un programme. Mon devoir de président de groupe, le devoir de tous les députés qu'il y a ici et de tous les militants, c'est d'avancer chaque jour, fût-ce millimétriquement, vers l'objectif. Et chaque fois que vous en gagnez un ou une qui a compris et qui arrête de se résigner et qui veut donner le coup de main dans le groupe d'appui pour en convaincre encore un autre, eh bien ce jour-là, vous avez fait avancer millimétriquement la cause et à la fin, elle touchera le but. Comment ont fait vos pères, comment ont fait vos mères, comment ont fait vos grands-parents qui avaient des conditions de vie autrement plus effroyables que celles que nous connaissons. Leur courage jamais ne s'est désarmé. Et c'est à cette leçon de lutte que je vous renverrai sans cesse. Ne cédez jamais! Ne cédez pas! Ne laissez pas la résignation, l'amertume. Ne baissez pas les bras comme vous le faites dans votre vie personnelle. Vous ne baissez jamais les bras. Il arrive qu'il y ait des coups de blues, mais vous remontez, vous repartez. Eh bien, c'est de même quand nous formons ce grand collectif humain. Alors après, il paraît qu'on fait en solo. J'ai la tête comme une lessiveuse avec cette histoire de solo. Qu'est solo? On était déjà 7 millions pour voter. Et maintenant, est-ce qu'on est en solo ce soir? De quoi on me parle?
Nous appelons, eh bien, qui veut, avec son drapeau s'il a besoin de l'amener, et avec des pancartes. Parce que nous ne sommes pas que des gens ralliés à des drapeaux, nous sommes des gens qui ont quelque chose dans la tête. Si nous faisons tout ça, c'est parce que nous voulons atteindre des objectifs. Donc, les gens, ils viendront à la marche le 23 avec leur drapeau, s'ils l'estiment nécessaire, en groupe, en cortège, en ligue, en procession, et comme disait Ferrat, tout seul à l'occasion, s'il le faut. Et c'est comme ça que nous ferons cette immense démonstration de force. Je dis que je n'ai pas eu le temps, qu'on veuille bien me le pardonner, de faire les innombrables réunions protocolaires qui auraient permis éventuellement à tout le monde de tomber d'accord au bout de 2 mois de palabres sur un texte dans lequel on aurait changé les virgules avec une cruauté que tout le monde connaît. Tout ça ne sert à rien, chacun fait comme il le sent. Moi, j'assume ma responsabilité avec mes camarades. On en a parlé au groupe. Nous, on était en première ligne cet été. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? Si ce n'est pas nous qui donnons l'alerte, si nous ne disons pas une date, l'ennemi se frotte les mains. Il se frotte les mains, il attend, puis il va essayer de déclencher des bisbilles entre nous, hein, parce que ça l'arrange. Bon, c'est pas malin d'en rajouter. Vous voyez, moi, là, j'en ai des dizaines de bons mots qui me piquent la bouche, que je garde dedans, hein, de répliques. Je les garde pour moi, parce que qu'est-ce qui est important? C'est qu'on soit rassemblés le 23. Je ne dis pas rassembler les différentes organisations, vous savez, moi, je crains rien. Hein. Je vais vous dire une chose encore. Quelles que soient les décisions des chefs, quelles que soient les décisions, le peuple déferlera. Il y aura des milliers et des milliers de communistes qui seront avec nous, quoi qu'ait dit leur chef. Des milliers de socialistes, des milliers de compas de cartes qui sont là parce que ce sont des citoyennes et des citoyens engagés. J'ai pas peur parce que ce peuple est un peuple qui est en proie à une conscience dégagiste très forte. Les gens savent que ça ne peut plus durer comme ça. Et c'est pourquoi c'est mon devoir avec mes camarades, avec mes amis, avec vous tous, de prendre le pas devant pour dire il existe une sortie positive par le haut. Ça s'appelle l'avenir en commun. Les gens, ça ne durera pas toujours. Les Macron, les Hollande, les Sarkozy et tout ça qui vous emballent dans du papier différent, la même marchandise calamiteuse qui n'a jamais marché nulle part, qui ne fonctionne rien de bon que pour faire de la misère partout dans le monde, qui nous cite un seul exemple où ils ont réussi à transformer la vie des gens d'une manière positive avec leurs méthodes abominables. Pendant des mois, ils vous ont saoulés avec le modèle allemand. Moi, j'ai écrit mon livre qui s'appelle Le Hareng de Bismarck, et vous voyez que maintenant, on avait quand même vu clair. Il y a 13 millions de pauvres dans ce pays, qui est le plus riche de toute l'Europe, et la 3e puissance mondiale. C'est ça qu'ils veulent? C'est ça qu'ils veulent? Eh bien, pas nous. Et c'est ça qu'on va empêcher. On va défendre la France. L'idée qu'on se fait, nous, d'être Français. Et être Français, c'est pas une couleur de peau, c'est pas une religion, c'est pas un village. Être Français, c'est adhérer du fond de soi-même, en direction de tous les êtres humains, à un programme commun de l'humanité, liberté, égalité, fraternité.
je suis content d'être avec vous en train de faire ça. Hein. Merci.